Salut à toutes et tous, salut Volca, salut Lord Gibus, salut Van Gogh, salut Sergio, salut Walter, salut Bandini, salut Ishtar, salut Raptor. Bienvenue dans le talk de France Info. On est ensemble comme tous les mercredis et les jeudis de 17h à 19h pour décrypter en direct les grandes actualités qui agitent la semaine, en prenant le temps de prendre le temps, en mettant un peu de raison dans les passions, avec vos questions dans le chat et des expertes et des experts pour y répondre en direct. La seule règle, c'est la bienveillance et la courtoisie. On est sur le service public, mais je vous fais confiance. Une info avant de commencer, ça vous a pas échappé, mais il y a une grosse actu à Gaza en ce moment où les bombardements israéliens ont repris. Et du côté de la guerre en Ukraine, on a donc Vladimir Poutine qui a accepté d'arrêter les frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, mais sans s'engager à un cessez-le-feu. Ce sont deux très grosses actualités qu'on aurait pu traiter aujourd'hui, qu'on va plutôt prendre le temps de traiter demain. Voilà, de 17h à 19h, donc demain jeudi, avec deux super plateaux qui sont déjà quasiment tous montés par l'excellent Camille Rio. Mais revenons à ce soir. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, l'économie américaine qui flanche, la crise qui guette et les Américains qui commencent à grogner alors que Donald Trump poursuit sa politique commerciale erratique. À l'heure du sursaut européen, de la Chine en embuscade et de la guerre en Ukraine, ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle nous irons nous pencher sur ce qui se passe dans la tête des Françaises et des Français 5 ans et 2 jours après le confinement imposé lors de la crise Covid. Et on verra qu'en termes de santé mentale, la France a des efforts à faire et qu'il y a certainement urgence. Ceci devant nous mener, cocher devant, laquer derrière, jusque 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h04, 17h05 à Paris, 5 heures de moins à Wall Street, la bourse de New York, où les investisseurs attendent nerveusement l'issue d'une réunion de la Réserve fédérale américaine, la Fed balancée entre le risque d'un retour de l'inflation et l'économie américaine qui tout saute après le tsunami de nouveaux droits de douane décidés par Donald Trump. Voilà pour New York. Il est à peu près la même heure à Washington, où Elon Musk commence à agréger autour de lui, contre lui plutôt, une fronde d'opposants à ses coupes budgétaires notamment et ses affinités, par exemple avec l'extrême droite, un peu comme la fin peut-être annoncée d'une parenthèse enchantée pour le milliardaire. Bonjour Christophe Blo. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Vous êtes par ailleurs professeur associé à l'université Paris-Nanterre. C'est ça. Bonjour et bienvenue. À vos côtés, Jérôme Viala-Godefroy. Jérôme, on se connaît bien, tu es déjà venu dans le talk. Tu es docteur en civilisation américaine, spécialiste des États-Unis. Tu as commis les mots de Trump et c'est paru chez Dalloz. Tout à fait. Et en face de moi, Pierre Jacquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes professeur de politique économique à l'école des Ponts Paris Tech et vous êtes membre du Cercle des économistes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Chers messieurs, bonjour, bienvenue dans le talk de France Info. On va parler économie, on va parler États-Unis, on va parler Trump. La consommation des Américains s'essouffle. Vous allez peut-être me dire que non, mais il m'a semblé. La confiance des entreprises s'érode. Le gouvernement fédéral se prépare à une cure d'austérité massive. Est-ce que l'économie américaine est en train de vaciller? Qui se lance? Moi, je veux bien. Alors, effectivement, on a quelques indicateurs qui montrent des signes d'inquiétude, notamment sur la partie financière avec un effondrement des bourses. Sur la consommation, vous en parliez, effectivement, la consommation du mois de janvier aux États-Unis est en recul de 0,5%, ce qui est assez rare, mais ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Si on prend un peu plus de recul, en fait, il faut peut-être un peu nuancer un certain nombre d'éléments. En fait, les bourses effectivement s'effondrent, mais après une envolée tout au long de l'année 2024 et notamment sur la fin de l'année. Se corrige. Et donc du coup, c'est un peu une correction suite à une forme de peut-être bulle liée à l'élection de Trump. Et en fait, on est revenu à des cours qui étaient à peu près ceux de l'automne, donc ce qui n'est pas non plus quelque chose de dramatique. Sur la consommation des ménages, si on regarde en fait sur l'ensemble de l'année 2024, elle est plutôt encore très très robuste, très solide. Elle guide et elle pousse l'économie américaine avec une croissance qui reste assez forte. Peut-être dernier indicateur, en fait, sur les derniers mois, là, on a l'indicateur de l'indice de production industrielle pour le mois de février aux États-Unis, qui a fortement augmenté. Alors, c'est une variable, une série qui est très volatile, mais qui aujourd'hui a un niveau qui est le plus élevé depuis 4 ans, alors que ça avait été plutôt stable. Donc, il y a des infos, effectivement, qui peuvent être un peu inquiétantes. On reviendra, évidemment, sur ce qu'elles peuvent dire sur la suite, mais il ne faut pas non plus trop dramatiser. Souscrivez? Moi, je voudrais prendre un petit peu de recul et dire peut-être qu'il y a 3 caractéristiques de cette politique économique, il me semble. La première, qui me semble la plus importante de loin, c'est qu'elle défie les états de droit. Elle défie le souci d'avoir des marchés régulés et réglementés. Il y a une attaque contre la réglementation financière, par exemple, qui fait fi de tout ce qu'on a appris dans l'histoire sur le besoin de régulation. Alors, il peut y avoir surrégulation, bien entendu, mais ça se regarde finement et pas à l'emporte-pièce, comme c'est en train d'être fait. Donc, première caractéristique, cette lutte presque contre l'état de droit qui, moi, me semble très préoccupant, y compris pour les marchés. Un marché, c'est un ensemble de règles. C'est pas quelque chose qui est la loi de la jungle. Deuxième caractéristique qui a été mentionnée
année, c'est l'incertitude, bien entendu. Et je crois que c'est extrêmement important. Tous les indices de mesure de l'incertitude disponibles ont fait un saut vers le haut qui nous rapproche de ce qu'ils aient pu être au moment de la crise financière de 2008-2009 et également au moment du Covid. Donc on est dans une situation marquée par l'incertitude, et l'incertitude est coûteuse. Hein. Elle est coûteuse pour les dépenses de consommation, pour les dépenses d'investissement, etc. Et puis la troisième caractéristique, c'est l'incohérence. C'est-à-dire quand on regarde ce qui est fait, et même quand on regarde les documents qui cherchent à rationaliser ce qui est fait, en particulier le papier dont on parle beaucoup en ce moment du président du Council of Economic Advisors, Stephen Meehan, il y a beaucoup d'incohérences. Et cette incohérence renforce l'incertitude, parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Hein. Et donc voilà, ces trois caractéristiques me semblent pousser vers un coût économique important pour le monde entier, bien entendu, mais pour les États-Unis également. Alors pour les incohérences, par exemple, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont peut-être pas une idée précise de ce que vous évoquez. Dans les incohérences, il y a le souci d'éliminer l'inflation et puis les tarifs douaniers. A priori, c'est pas très compatible. Ça peut l'être si le dollar bouge, mais à ce moment-là, on perd un des éléments auxquels le président Trump est attaché, qui est à la fois la force du dollar, le fait qu'il souhaite quand même qu'il dévalue, ce qui est déjà un petit peu incohérent aussi, et puis son souci de garder le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Donc voilà, si on mélange l'aspect intérieur, inflation, tarifs douaniers, et puis l'aspect extérieur, on arrive à un tissu d'incohérence il n'est pas facile de résoudre. Jérôme ? Et dans l'incohérence, il y a aussi une sorte de volonté afficher, en tout cas, de plus ou moins vouloir un jour remplacer le dollar par la cryptocurrency. Alors là, on est quand même dans un truc totalement hors sol et on ne sait pas où ça peut aller. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on voit, c'est que Trump a quand même été élu en bonne partie sur la question économique, sur la question de l'inflation. Et ça ne semble plus du tout être sa priorité. Et lui-même dit, bah oui, il va peut-être y avoir une récession, il va peut-être y avoir... Mais il faut passer par là pour changer totalement. Donc ce qu'il veut, c'est vraiment une transformation en profondeur de l'ordre économique. Et effectivement, en remettant en cause aussi l'ordre tout court. Et moi, je pense que l'un des problèmes, c'est que avec Musk notamment, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Musk et Peter Thiel, qui est aussi un des alliés, un des amis de Musk et de J.D. Vance, hein, J.D. Vance, c'est le candidat de Peter Thiel, donc le fondateur de PayPal, qui a toute une philosophie avec Musk sur cette idée que de toute façon, les États démocratiques vont s'effondrer, qu'il faut remplacer tout le système avec l'IA et avec la cryptocurrency, et qu'il y aura une relation directe entre le peuple et les dirigeants par la technologie. Enfin, c'est une croyance c'est un côté un peu dystopie hein, quand même. Et je pense que leur problème, c'est qu'ils sont en train de détruire l'ordre économique notamment, pas que, mais notamment, mais qui n'ont pas un système viable vraiment pour le remplacer. Je pense que c'est un truc totalement délirant qu'ils sont en train de faire. Alors ça veut dire ce que tu dis, il y a Bandini dans le chat qui met les thèmes de ce soir, c'est-à-dire Trump, Musk et la santé mentale semblent liés. Alors c'est amusant, mais ça m'amène quand même une question, c'est est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça ? Tu sembles dire que non. Est-ce qu'il y a un squelette dans tout ça ? À part changer complètement de modèle, qui est peut-être une réponse cohérente, mais on ne voit pas vers quel nouveau modèle on va aller. Non, je ne vois pas de cohérence forte dans les mesures annoncées, en tout cas, ni dans les politiques discutées. Oui, et dans le court terme, tout ça crée du désordre, en fait, et une forte incertitude, des annonces un peu contradictoires. On a vu que dans la campagne, effectivement, il a beaucoup critiqué l'inflation en disant que c'était la faute des démocrates avec leur plan de relance économique. Et puis, en fait, dans cette même campagne, il proposait des baisses d'impôts encore importantes et donc, a priori, une dégradation de la situation des finances publiques. Et des droits de douane qui, a priori, auraient eu aussi des conséquences auront des conséquences sur l'inflation. Arrivé là, aujourd'hui, on parle plus vraiment de réduction d'impôts, même parce que probablement que la discussion budgétaire est en cours, et ça, elle se fera probablement d'ici le deuxième semestre 2025. Mais on parle de coupes budgétaires, donc plutôt de restrictions budgétaires. Donc, c'est pas exactement ce qu'on avait prévu pendant la campagne, même s'il y avait l'idée d'une réforme de l'État fédéral, qu'il fallait faire des économies. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les économies, c'est quoi ? C'est potentiellement 2000 milliards d'économies, c'est un tiers du budget. Alors, même si on est revenu sur ce chiffre, ça sera probablement beaucoup moins, on ne sait pas combien, mais justement, on ne sait pas combien. Donc, il y a un ensemble de décisions qui sont prises, brutales,
Est-ce que faire des économies, c'est pas forcément quelque chose d'idiot, hein. Le déficit budgétaire américain, le déficit fédéral, c'est 6,5%. La dette ne cesse d'augmenter depuis une vingtaine d'années. En fait, elle est à peu près sur une trajectoire plus forte d'augmentation que celle de la France. D'accord ? Donc on s'inquiète de la dette publique en France, mais en fait, aux États-Unis, l'augmentation était plus forte. Donc il pourrait y avoir un débat serein sur la conduite de la politique budgétaire, la gestion des finances publiques, mais en fait, on va plutôt vers une dimension assez idéologique en disant en fait, il faut couper dans les dépenses fédérales, les employés fédéraux sont des personnes qui sont peu utiles, et donc on va les forcer à démissionner, on va fermer des agences, etc. Tout ça n'a pas forcément de grand sens macroéconomique, même si, encore une fois, il peut y avoir une réflexion sur l'orientation de la politique budgétaire américaine. Donc il y a un peu cette distorsion-là entre ce qu'il y avait un moment pendant la campagne, ce qui est aujourd'hui qui est assez déroutant et qui déroute les marchés et qui probablement va aussi pas que dérouter les marchés, mais dérouter l'économie. Et alors, je ne suis pas encore très pessimiste et pas jusqu'au point de la dire ça va déraper et la faire dérailler, mais probablement la faire ralentir. Voilà. Pierre-Jacques. C'est une économie très résiliente, donc elle a des capacités de rebond qui sont en général sous-estimées. Donc on peut difficilement aujourd'hui prendre, à cause de l'incertitude d'ailleurs, prendre position sur l'avenir. Mais moi, il me semble qu'on va vers un capitalisme de la prédation, c'est-à-dire qu'on a un petit groupe de personnes qui prennent le pouvoir. Alors, soit parce qu'ils sont géniaux comme Musk, soit parce qu'ils sont politiquement forts comme Trump, mais ce qui les intéresse, c'est d'accaparer le pouvoir et d'accaparer la richesse. Et on le voit aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et ça, je pense j'espère qu'une majeure partie de la population va finir par découvrir ça, le comprendre et s'y opposer. Parce que je crains que ce que les Américains appellent les checks and balances, c'est-à-dire les moyens endogènes de régulation du pouvoir, ils s'assoient dessus et ils ne jouent pas leur rôle aux États-Unis, que ce soit la justice ou même la Constitution. Donc il y a un vrai risque, à mon avis, à ce niveau-là. Je pense que l'un des problèmes, c'est que au départ, à ce stade, ça rentre avec cette idée aux États-Unis, cette méfiance qu'on a toujours aux États-Unis, notamment chez les républicains, envers l'État fédéral. Et tout ce qui est centralisation, tout ce pouvoir, c'est historique. Et donc, ça, pour l'instant, ils sont en train de surfer un petit peu sur cette idée. Et ça prend bien. Et il n'y a pas de conséquences encore immédiates. Donc, pour l'instant, les services fonctionnent encore. Ça va être là aussi la question, parce que à force d'éliminer des gens, notamment dans le service Medicaid, Medicare, qui est pour les retraites, c'est la sécurité sociale américaine. Voilà, et ça, il risque d'y avoir des effets de dysfonctionnement. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que les Américains sont pour l'instant sur l'autre problème de question de droit, c'est que par exemple sur la question de l'immigration, même si c'est pas le même sujet, on voit bien que quand c'est général, on dit voilà, on va virer des gens qui sont des membres de gangs, et puis peu importe le droit, peu importe les juges, peu importe ce que disent les juges, ça plaît à une partie de la population. C'est cette idée aussi qu'il donne un coup de pied dans la fourmilière, et ça plaît à des gens. Il a été élu par une partie de la population pour ça, et il lui dit: j'ai un mandat, comme on dit. Alors voilà, j'ai un mandat de la population. Il a été élu quand même, il faut pas l'oublier, avec un petit peu moins de 50% des voix, hein. Il a eu plus que Kamala Harris, mais il est à 49,6 ou 0,7. Et lui dit, de toute façon, maintenant, je peux faire ce que je veux. Et on parlait de prédation du pouvoir. Et lui, il a l'idée que il a été élu un petit peu comme Poutine ou Viktor Orban. J'ai été élu, donc maintenant j'ai le droit de tout faire parce que c'est le mandat direct du peuple. Christophe Blum. Oui, alors après, il y a quand même une échéance qui est importante, c'est les élections de mi-mandat. Et donc, qui arrivent là bientôt. Qui arrivent. Et qui vont sanctionner ou pas. Et qui peuvent sanctionner ou pas. Alors, même si ça n'effacera pas tout, et ça laissera un certain nombre de pouvoirs à Trump, qui conserve un certain nombre des pouvoirs importants, mais le Congrès aux États-Unis joue un rôle aussi assez important, et donc on verra probablement si en fait il y a des mauvais résultats économiques, si en fait l'inflation ne baisse pas, voire augmente encore, ce qu'on peut probablement anticiper, si effectivement les coupes budgétaires se traduisent par un dysfonctionnement de l'État fédéral pour des populations qui en ont besoin, et qui votent Trump souvent, et qui peuvent voter Trump, si le chômage augmente de 1,5 voire plus. Du coup, ça peut effectivement changer un peu, tourner l'opinion publique, parce que sa victoire, certes, là, elle est sans conteste sur Kamala Harris, mais du coup, on peut imaginer qu'une partie de l'opinion y a adhéré pour des raisons économiques, parce qu'il y avait un mécontentement très fort
à l'égard de la politique de Biden sur leur pouvoir d'achat, etc. Mais que si les choses ne s'améliorent pas, ils peuvent aussi rebasculer. Et du coup, on verra ce qui se passe dans 2 ans et comment les choses peuvent évoluer. Même si, encore une fois, sans être spécialiste, il me semble que le pouvoir du président reste malgré tout assez important et qu'il gardera quand même en partie la main. Mais il y a des choses avec lesquelles il faudra qu'il compose quand même sérieusement avec Alors le moi, Congrès. l'inquiétude que j'ai, et c'est encore un autre sujet dont on parlera plus tard, mais l'inquiétude que j'ai, c'est une négation des résultats ou une Oui, remise oui, en bien cause sûr. des résultats. Oui. Ça, c'est pas comme si ça s'était jamais vu. Il a montré Hein. qu'il savait faire. Et oui. ça, voilà, donc moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que dans beaucoup de discussions que je vois, et je comprends, c'est qu'on part toujours de l'idée que ça va être comme avant, qu'il va y avoir les élections. Et ce que j'espère, hein, c'est rien n'est joué encore. Mais maintenant qu'il a le pouvoir fédéral, je donnerai un tout petit exemple. Il essaye de, pour l'instant, il veut privatiser une partie de la Poste. Et mettre une autre partie de la Poste sous le couvert, sous l'ordre du ministère des Commerces. Et la Poste, c'est quand même elle qui gère à peu près 30% des votes par correspondance. Alors voilà, il va falloir bien regarder tout ça de près. Question dans le chat, enfin il y a plein de questions dans le chat, mais je vais vous poser celle-là. Pardon, c'est Cristalgre qui la pose. Salut Cristalgre, merci de nous rejoindre, de nous faire confiance, qui vous demande d'ailleurs, davantage qu'à moi. Trump nous menace avec un 200% sur le vin et le champagne, tandis qu'Airbus vend 118 hélicoptères dans un salon à Dallas pour des services d'urgence américains. Est-ce que ce sont que des effets d'annonce? Est-ce que c'est un plan de com finalement tout ça? C'est très dur de. C'est très dur d'être dans la tête de Donald Trump, peut-être. C'est les deux. Il y a un plan de com très très clair. Il y a un effet d'annonce très clair. En même temps, il cherche des instruments pour montrer qu'il a le pouvoir. Et avoir le pouvoir, c'est gêner les autres. Et donc, il annonce des choses qu'il mettra peut-être en œuvre et qui sont sur des domaines dont il sait que ça va faire débat. C'est un peu comme ça qu'il procède. Maintenant, va-t-il le faire? Je pense qu'il risque de le faire, quitte à revenir en arrière peu après, quitte à n'en laisser qu'une partie. Mais il faut non pas prendre au sérieux ce qu'il dit, mais si, sous le thème, en général, il fait ce qu'il dit. Je pense qu'en fait, il a une vision assez simple quand même des choses, hein, de l'économie. Et là, sa vision en ce moment, depuis déjà pas mal de temps, c'est que la richesse, l'étranger va devoir payer. C'est-à-dire les pays étrangers vont payer pour la richesse américaine, en réinstallant des entreprises, en forçant les entreprises à se réinstaller, en faisant... Parce qu'il a cette vision un peu comme ce qu'on est, enfin, à la fin du 19e, hein, qu'on va financer tout par les tarifs douaniers que les étrangers vont payer. Voilà. Le paradoxe, c'est que les étrangers payent déjà la croissance américaine. La croissance américaine, elle se fait par endettement, notamment vis-à-vis de l'étranger. Qui c'est qui finance la croissance américaine? Ce sont les Chinois, les Allemands, et donc tous les pays qui ont des excédents. Avoir un excédent, c'est prêter au reste du monde. Et on a l'impression que cette réalité comptable est très mal comprise. Christophe Blum. Qui ramène effectivement à deux contradictions, effectivement. C'est sur les recettes douanières. De mémoire, en 2024, c'est à peu près un peu plus de 80 milliards de recettes pour à peu près 2400 milliards de recettes d'impôts fédéraux perçus donc, par le gouvernement fédéral. Donc on voit qu'a priori, ça ne fera pas le tour et qu'il faudrait une augmentation telle qu'en fait, ça n'arriverait pas puisque au bout d'un moment, si vous augmentez trop les droits de douane, bah, du coup, il n'y a plus d'importation et donc il n'y a plus de base sur lesquelles vous pouvez taxer. D'accord. Donc là, effectivement, il y a la croyance selon laquelle, ce qu'il avait un peu affirmé pendant la campagne, qui pourrait remplacer les impôts payés par les ménages américains par des recettes douanières est effectivement un mythe. Deuxième chose, qui est effectivement de penser que une de ces idées, c'est que le déficit commercial américain résulte d'une compétition qui serait injuste à l'encontre des États-Unis. Alors qu'effectivement, c'est un déséquilibre entre l'épargne et l'investissement, et bah, du coup entre la dépense et l'épargne, et que les Américains, depuis très longtemps, consomment et investissent beaucoup plus, et attirent l'épargne du reste du monde. Et donc, c'est pour ça qu'à la rigueur, on peut revenir sur la question du déficit. C'est probablement aussi en partie lié à ce qu'on va appeler des déficits jumeaux. Il y a des déficits budgétaires, des déficits commerciaux. D'accord. Donc, résoudre le déficit budgétaire, c'est pas forcément une politique idiote et qui permettrait probablement aussi de contribuer à la résorption du déficit commercial. Mais c'est pas du tout la stratégie de Trump, c'est pas du tout sa matrice, son langage. Pour lui, c'est une compétition injuste et donc, du coup, je vais forcer par différents mécanismes
en montant les droits de douane, à essayer d'obtenir un commerce qui serait plus juste, mais probablement sans garder les autres symptômes du problème. Et c'est très ancien, hein, parce que cette idée que l'Amérique se fait arnaquer par le monde entier, il l'avait dans les années 80, il avait publié des pages entières en disant notamment que le Japon, alors à l'époque c'était le Japon, mais en disant que le Japon arnaquait l'Amérique, que l'Amérique se faisait avoir. Cette idée d'être victime, ça marche énormément, c'est vraiment quelque chose de très profond et très ancien chez Donald Trump, à tous les niveaux, au niveau de l'immigration, au niveau de tout. Et que donc, il accuse les démocrates d'avoir été des complices de ces gens qui sont contre l'Amérique et de se faire arnaquer par le monde entier. Donc c'est vraiment un discours de victimisation et qui plaît une partie de sa base, justement. Parce que l'idée, c'est bon, on se remet pas en question et c'est la victime est ailleurs. C'est le scapegoat, la victime expiatoire qui est ailleurs. Et c'est pas propre à Donald Trump. C'est-à-dire que déjà, au début des années 80, on parlait des déficits jumeaux, qui était un problème important pour la macroéconomie américaine. Il faut peut-être réexpliquer ce que sont Alors, les déficits jumeaux, c'est la combinaison d'un déficit budgétaire important et d'un déficit des paiements courants, donc un déficit commercial, en gros, hein, un peu de choses près, des paiements courants. Et pourquoi on les appelle jumeaux? Parce que, à la fois, ils arrivaient ensemble, hein, et parce que dans la comptabilité internationale, il y a un lien entre les deux. Hein. En gros, la balance des paiements courants, c'est la différence, comme Christophe l'a rappelé, la différence entre l'épargne nationale et l'investissement national. Et dans l'épargne nationale, il y a la désépargne publique, donc le déficit budgétaire. Et donc, si rien d'autre ne bouge, il y a un lien direct entre le déficit budgétaire et le déficit des paiements courants. C'est pour ça qu'on parle de déficit jumeau. Et donc, l'idée était à l'époque, plus intelligente que maintenant, me semble-t-il, qu'on ne peut pas résoudre l'un sans l'autre. Ce n'est pas le discours de Trump. Le discours de Trump, c'est on oublie l'un des deux, et puis celui qui compte, c'est le déficit commercial, qui est une arnaque qui est imposée sur les États-Unis par le reste du monde. Et donc, d'une certaine façon, il va beaucoup plus loin dans la confusion. Et puis, il a cette vision d'un monde à somme nulle. Importer, c'est un cadeau qu'on fait au reste du monde, et exporter, c'est ça qu'il faut viser, ça qui est bien. Et c'est une erreur qui est très, très, très souvent faite, y compris dans un pays comme la France. On a tendance, en général, à assimiler l'intérêt national aux exportations. En fait, non, c'est un ensemble des deux. Les importations permettent aussi de vivre mieux. On pourrait même pousser et dire que le commerce international, c'est comme un processus de production qui transforme des exportations en importations. Ça, ce message-là, il est politiquement incorrect. Il est politiquement très difficile à faire passer. Et on est dans un monde où, malheureusement, pourrait-on dire, on a tendance à penser qu'il faut viser davantage d'exportation et que importer, ça nous met en position de danger. Et il a poussé ce raisonnement un peu à l'extrême aux États-Unis. Alors, ça fait 25 minutes qu'on parle de Donald Trump. Quand on parle de Donald Trump, il y a un polichinelle qui surgit d'une boîte, c'est Elon Musk, dont on n'a pas encore parlé, le patron de Tesla, dont l'action a un petit peu dévissé. Alors, plusieurs questions, elles sont volontairement un peu provoques. Est-ce que c'est la fin d'Elon Musk? Bien sûr que non, mais peut-être sa position est peut-être un peu plus faible qu'avant. Est-ce que Donald Trump ne serait pas un peu tenté à un moment de s'en débarrasser? Écoutez, je crois qu'il faut être très très prudent sur ça. D'abord, en effet, il est sorti de la boîte et assez récemment, finalement. Et Tesla, les cours de Tesla sont en train de vendre. On a vu dans la presse aujourd'hui ou hier que les actions de X ont remonté de façon très significative et que la valeur est passée de 10 milliards à 44 milliards. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez... Il a ramené les astronautes. Il a ramené les astronautes de l'ISS. Et il a ramené les astronautes. Donc, je suis plus préoccupé par le message qu'il fait passer que par le personnage lui-même. Alors, les deux vont ensemble, bien entendu. Mais... Ce qui est inquiétant dans le personnage, c'est que c'est à la fois, et là, c'est la première fois qu'on a ça, notamment en politique américaine et dans l'exécutif, c'est qu'il n'a pas un rôle d'ailleurs officiel, mais qu'il a à la fois le porte-voix de X et il a la richesse. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il menace, par exemple, des élus républicains qui ne voteraient pas dans le sens de Donald Trump à la Chambre, au Congrès, de financer à fond perdu, de financer des opposants dans les primaires. Et ça marche très bien. Et en plus, il attaque nommément des gens régulièrement sur X. Donc, il a un pouvoir de nuisance qui est extrême. Et il se retrouve là-dessus avec Donald Trump. Il y a une complicité entre eux. La grosse question que tout le monde se pose, mais là on est dans la psychologique, hein, c'est voilà, est-ce que des gens avec des égos pareils vont pouvoir rester ensemble? Pour l'instant, ça tient. Ils ont en tout cas un intérêt à rester liés. Ça, c'est évident. Trump lui offre l'accès
à tout, l'exécutif. Et ce que je vois aussi, ce qui est assez étonnant par rapport au premier mandat, il faut pas oublier que Elon Musk, il était dans le premier cabinet, hein. Il a démissionné sur la question du climat quand Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Et là, ce qu'on voit, c'est que malgré toutes les tempêtes, tout ce qui se passe, y compris la bourse qui dévisse en partie, alors même si c'est que, voilà, que un début, c'est qu'il y a cette idée quand même qu'ils tiennent le coup. Et Trump, notamment, était toujours très sensible à ça. Il semble beaucoup moins sensible. Et c'est peut-être aussi le fait que c'est normalement son dernier mandat et qu'il essaie de transformer les choses. Peut-être, il a peut-être d'autres choses en tête. Voilà. Christophe? Oui, bah après, encore une fois, tout dépendra de ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, ça tient le coup, mais tous les messages sur et donc toutes les décisions sur les coupes budgétaires, elles peuvent aussi entacher sa réputation. Et donc, on ne gère pas un État comme on gère une entreprise. J'imagine que même dans un pays où effectivement il y a une contestation de l'État fédéral, ou peut-être qu'il y a un attachement moins fort à l'État social, qu'à ce qu'on peut avoir dans les pays européens et en France, si malgré tout, voilà, il y a un État qui existe, qui s'est renforcé assez fortement depuis les années 30, depuis le New Deal, et qui a continué à se renforcer avec les réformes d'Obama, notamment sur la protection sociale et la santé. Et donc, du coup, ça a aussi permis à un certain nombre d'individus de bénéficier de droits dont ils n'avaient pas auparavant. Et donc, si ça marche moins bien, est-ce que, encore une fois, l'opinion publique peut pas un peu basculer, être moins sensible, et peut-être que du coup, ça peut aussi un peu mettre de l'eau dans le gaz dans ce couple infernal un peu. Et les Américains sont d'ailleurs un peu comme les gens d'autres pays, c'est-à-dire qu'ils sont contre l'État à niveau abstrait, mais ils veulent les services qui vont avec, quoi. Donc c'est un petit peu le souci. Mais je trouve malgré tout, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, il est assez difficile de juger ce qui se passe aux États-Unis avec nos yeux, parce qu'on est dans une culture différente, on a des préceptes de pensée qui sont différents. Et moi je suis quand même frappé de la constance de la popularité de Trump, malgré tout ce qu'il a fait. Bon, ça a baissé, mais ça reste quand même assez impressionnant. Et donc, alors c'est peut-être un problème d'information, mais je pense que la façon qu'on a, nous, en Europe, de raisonner correspond à une partie de l'Amérique, mais je pense qu'il y a deux éléments qu'on voit pas, enfin qui sont à mon avis qu'on voit, mais qui sont extrêmement importants aux États-Unis. C'est la question identité raciale notamment, oui. Et c'est la question religieuse aussi. Oui, et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important qui explique beaucoup les choses. Si vous regardez même le 6 janvier, l'assaut du Capitole, il y avait énormément de symboles religieux, de pancartes et de groupes religieux qui étaient présents. Et il y a une partie non négligeable de Donald Trump, qui sont alors notamment évangéliques, mais pas que, enfin voilà, qui le voient comme étant le roi Cyrus dans la Bible, comme étant lui-même se voit comme ayant été béni par Dieu après la tentative d'assassinat. Et il y a vraiment cette dimension culte de personnalité d'une partie. Alors c'est une partie très minoritaire, mais qui a énormément d'influence. Il y avait aussi au cœur de sa campagne, c'était l'inflation qui va repartir. Est-ce qu'à pas un moment où les Américains vont se rendre compte de quelque chose? Il y avait le prix des œufs, c'était central. Bah oui, enfin, en plus, ce qui est assez marrant, c'est que pendant la campagne présidentielle, je ne dis pas que les Américains sont stupides, hein, mais non, il y avait des spots publicitaires où, en gros, effectivement, on voyait le prix de certaines marchandises, et c'est de la faute des démocrates, c'est de la faute de Biden, c'est de la faute donc de Kamala Harris, etc. Donc effectivement, il s'avère qu'en réalité, Biden s'en était pas trop mal sorti avec l'inflation. Alors, donc du coup, enfin voilà, il y a la différence entre la perception et le. Alors il y a des choses effectivement sur la perception de l'inflation, la façon dont on la mesure. Oui. Effectivement, elle est souvent perçue plus élevée que ce qu'on mesure, pour un tas de raisons sur lesquelles on peut revenir éventuellement. Mais voilà, il y a aussi une inflation qui a été en partie importée, alors moins importée que ce qu'elle n'a été chez nous. C'est-à-dire qu'il y a eu l'augmentation des prix de l'énergie, donc qui est l'essentiel de l'inflation qu'ont connu les pays de la zone euro, qui est aussi une part très importante aux États-Unis, mais qui n'est pas la seule, mais qui est à contribuer. Et donc, quand les prix de l'énergie, qui est pas totalement la responsabilité de Biden, même si en fait la forte relance économique, le fort soutien à l'économie américaine et à l'économie mondiale en 2020-2021 a contribué à créer des tensions sur l'appareil productif et donc sur les prix des matières premières et donc à générer de l'inflation. Mais effectivement, l'inflation avait commencé à reculer. On était passé de 9%, on était revenu vers 3%. Et il se trouve que depuis, on baisse plus trop.
On baisse plus trop parce qu'effectivement, on a quand même une économie qui est avec une croissance élevée, avec encore du coup ce qu'on va appeler un écart de croissance, c'est-à-dire un niveau d'activité qui est supérieur à ce qu'on appelle le potentiel économique, alors qui est difficile qui n'est pas quelque chose qu'on mesure, donc qu'on observe directement, pardon. On essaye de le mesurer, donc c'est imparfait, mais les indicateurs semblent suggérer qu'on est au-dessus de ce potentiel. Et donc potentiellement, ça veut dire qu'il y a un peu de tension, il y a plus d'offres que de demandes, et potentiellement, ce qui explique pourquoi l'inflation ne baisse plus aux États-Unis. Un petit mot d'abord pour saluer tous nos amis de la chaîne parlementaire qui viennent de nous rejoindre. Salut les amis, bienvenue. C'est un raid très service public, donc bienvenue chez vous. J'avais juste une question justement parce que j'ai cru, enfin moi je suis pas spécialiste en économie, mais sur la question des salaires par rapport à l'inflation aussi, je crois que ça a quand même pas mal augmenté. Mais là maintenant ça se stabilise un peu, en tout cas ça n'augmente plus si j'ai bien compris au niveau des salaires là, des derniers chiffres. Je suis pas. Alors c'est assez compliqué parce que l'inflation, il y a des questions sur la mesure, sur les salaires, il y a des différents types d'indicateurs, tous ne donnent pas exactement la même mesure. En fait, si on regarde, il y a des enquêtes qui mesurent les salaires à un niveau de qualification à peu près, un niveau de poste identique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement, il y a eu une déformation dans la structure sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui travaillaient dans la restauration ne travaillaient plus et ceux qui travaillaient dans la finance travaillaient encore. Et donc, du coup, ça donne l'impression que les salaires ont augmenté parce que ce qu'on mesurait, c'était le salaire de gens qui étaient encore en emploi par rapport à ceux qui étaient sortis de l'emploi. Donc, si on essaye de corriger de ça, de ces effets de déformation du marché du travail, on a effectivement des indicateurs, on a des augmentations de salaires nominaux bien plus élevés que ce qu'on a eu en Europe, mais qui corrigent moins bien de l'inflation. Donc il y a quand même eu un effet de l'inflation, et puis en plus, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inflation, on ne l'aperçoit pas de la même façon. Si c'est de l'inflation alimentaire, si c'est de l'inflation sur le logement, et ce qui a augmenté beaucoup aux États-Unis après l'énergie, et ce qui augmente encore aujourd'hui de façon importante, c'est les coûts du logement, qui est un indice qui augmente à peu près de 4% en rythme annuel sur les données de février. Et donc ça, évidemment, ça touche au premier plan les ménages américains, et donc ça a bien ralenti, mais ça reste encore une dynamique de l'inflation qui est élevée. Donc les salaires, oui, ont progressé plutôt rapidement. Après, la question de savoir comment ça se répartit aussi dans la population est importante. Et donc, c'est probablement pas partagé de façon équitable. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt les plus riches qui ont bénéficié des meilleures augmentations de salaire ou pas? Alors là aussi, c'est pas si net que ça, parce qu'en fait, dans la période post-Covid, du coup, comme il y a eu des pénuries sur le marché du travail, et notamment dans des secteurs où les gens étaient exposés, comme la restauration ou les commerces de détail, c'est aussi des secteurs pour lesquels en 2022, il y a eu des augmentations de salaire assez importantes. Donc, le message est probablement assez compliqué. Il y a et selon la situation des ménages, selon l'endroit où ils habitent, probablement, ce qu'on a aussi en France. Donc, du coup, on va pas être touché de la même façon par l'inflation, et on va peut-être, selon le niveau de revenu qu'on a, pas avoir bénéficié des mêmes augmentations de salaire. Donc, ça rend une image un peu complexe. Voilà. Mais le message, c'est que globalement, c'est quand même meilleur, a priori, plus favorable qu'en Europe. Mais ça, évidemment, les Américains ne votent pas en fonction de ce qui se passe en Europe. Et alors, le paradoxe, c'est que l'administration Biden a quand même laissé les économies des États-Unis en assez bon état, quand même. La croissance était presque à 3%. L'inflation avait été réduite en dessous de 3%. Alors, il y avait une petite hausse du chômage. Alors là, je ne sais pas, qu'a fait le taux de participation? Parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas eu aussi un effet accroissement du taux de participation. Il est stable, en gros, depuis stable. Sur les 2-3 dernières années. Donc, il y a eu en effet une augmentation significative du chômage en 2024. Significative au sens où elle n'est pas due simplement au fait qu'il y a eu davantage de participation. On voit que dans un État comme la Californie, un État démocrate, par exemple, la crise du logement est extrêmement importante. Il y a des inégalités, effectivement. Et enfin, globalement, c'était quand même un pays assez inégalitaire. Pour le coup, ça, c'est un vrai souci. Et je pense que Trump a beaucoup surfé aussi là-dessus, sur ce mécontentement très important. Bien sûr. Mais sans avoir un programme qui réduise d'une quelque façon que ce soit les inégalités. Mais de toute façon, dans ce type d'élection, le programme, il compte assez peu. Hein. C'est la personnalité, le pouvoir de conviction. Et donc, promettre aux gens qu'on va résoudre tous les problèmes, ça marche souvent. Et vous avez dit un truc intéressant tout à l'heure sur
l'idée du businessman, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump n'est pas jugé comme un homme politique. Il est vu comme un businessman. Il est connu aux États-Unis pour son show The Apprentice, Oui. où il jouait le rôle du businessman qui a tout réussi, et qui donne les points et qui fait Qui sortir, vire les gens. qui vire les gens. Et alors ça, c'est vraiment son C'est image très de marque. populaire, ça. Et autant d'autres politiques qui ont essayé de faire du Trumpisme, ont été blackboulés. Lui, il n'est jamais vu comme un homme politique. Il est vu comme cet homme d'affaires. Et il y a toujours ce mythe aux États-Unis, effectivement, que si on faisait comme dans les affaires, ça marcherait mieux. La guerre commerciale que mène Donald Trump contre ses propres alliés, ça a créé des mécontentements, notamment chez les citoyens de ces pays alliés. Est-ce que c'est pas le début de la fin du soft power américain? Ah bah, moi, je pense qu'il est en train de mourir, là. Oui, Le soft power, pour oui, le bien coup... sûr. Mais il n'y croit pas, en plus. Hein, Non, donc, non. il croit au hard power, Ouais. pas au soft. Mais Et le commerce est une arme ce qui est contraire à ce qu'on apprend en économie, hein, mais c'est une arme de puissance. Et c'est irrémédiable, ça? Est-ce que ça va faire des dégâts irrémédiables. Je pense à que l'échelle c'était... historique, rien n'est irrémédiable. Ça l'était j'espère. peut-être moins au premier mandat, mais le fait d'avoir un deuxième mandat où il y a Non, parce à que nouveau c'était très important, le soft power américain. Ben oui, mais il y a à nouveau une attaque à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau Sur ce plan-là, c'est irrémédiable. enfin voilà. Et là, je pense que la confiance est quand même pas mal, risque d'être quand même pas mal Et brisée. pas seulement au plan culturel, au plan scientifique. Oui, au aussi. plan Ça, scientifique, c'est au plan c'est de l'intelligence, grave. des renseignements aussi. Enfin, il y a un gros souci sur là en ce moment dans les services de renseignement étrangers, de savoir sur le partage des renseignements avec les services américains. On en est là quand même. Bah, je pense qu'effectivement, il y a probablement des dommages sur le moyen terme au moins, parce que en fait, ces idées-là qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, probablement elles ont aussi réussi à convaincre. Donc même s'il y a une alternance, on l'a vu en fait sur la partie commerciale et des droits de douane avec Biden, finalement, alors il a fait de nouveaux usages de soft power, il a été plus enclin à la négociation évidemment, mais il n'est pas revenu sur un certain nombre de mesures sur les droits de douane, il en a même appliqué de nouveaux. Donc l'idée que effectivement, ça, c'est une arme de la politique commerciale américaine, je pense que ça restera, même si il y a une autre majorité dans 2 ans, même s'il y a un autre président dans 4 ans, et que les idées qui lui a poussées, elles sont aussi portées par d'autres acteurs derrière. Le vice-président de J.D. Vance, il est sur la même lignée, et donc en fait, il y a une forme il a emmené le Parti républicain avec lui. Et probablement que il y a des choses qui vont rester. Je suis pas un spécialiste de politique, mais j'ai dans l'idée que derrière, en fait, ça a fait aussi des émules, et que c'est probablement amené à rester, ou pas, tout du moins pas revenir à l'état d'avant. Je pense que ça dépendra du succès en fait. Et puis parce qu'à l'intérieur du Parti républicain, pour le coup, il y a énormément de divisions, mais qui ne peut pas apparaître en public parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de plus être élus, et ils ont parfois peur pour leur vie. Faut quand même voir qu'il y a eu des menaces de mort sur les élus, sur les juges, sur tout ça. Donc c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent vraiment en réalité en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu à ce point-là. C'est extrêmement flippant. Oui. Avant qu'on commence le stream, Jérôme, tu voulais qu'on parle de droit. On peut parler de droit parce que ça rentre dans le thème, bien sûr. Il y a comment dire, on parlait il y a une fronde donc qui se mène peut-être au sein des Républicains, même s'ils peuvent pas le dire. Il y a une fronde aussi qui se passe devant les tribunaux fédéraux. Oui, alors il s'est passé là ce week-end, il y a une expulsion. Juridiction fédérale en tout cas. Voilà, une expulsion d'immigrés vénézuéliens qui ont été accusés par Donald Trump d'être des membres d'un gang. Il a fait un décret vendredi qu'il n'a pas rendu public, mais qu'il a signé. Et puis, il y a une organisation de droits humains qui en a eu vent, et puis qui s'est opposée auprès d'un juge à cette expulsion. Ça a été finalement rendu public. Et le juge a dit non, vous n'avez pas le droit de le faire, parce qu'il l'a fait au nom d'une loi sur les ennemis étrangers, qui est une loi qu'on applique que quand on est en guerre avec un pays. La dernière fois, c'était pour la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, les États-Unis sont en guerre officielle avec aucun pays. Je rappelle que c'est le Congrès qui déclare la guerre. Et à la suite de la décision de la décision du juge, ils ont remis en cause la décision du juge. Le juge demandait que même les avions soient reviennent aux États-Unis, et ça n'a pas été fait. Alors, ils ont dit que c'était un peu trop tard. Ils se sont un petit peu moqués de ça. Mais ce qu'on voit surtout, c'est des élus qui remettent en cause la décision du juge en disant il faut le démettre de ses fonctions. Trump lui-même dit c'est quoi ce juge d'extrême gauche, voilà. Donc, il remet en cause une décision d'un juge. C'est extrêmement grave, un juge fédéral.
Et le président de la Cour suprême a quand même dit non, non, c'est quelque chose il est sorti de son silence neutre pour dire non, non, c'est pas possible. Voilà. Et la grosse question en ce moment qui se pose aux États-Unis, c'est est-ce qu'on se dirige vers une crise constitutionnelle, c'est-à-dire un exécutif qui dit à des juges, y compris peut-être un jour à la Cour suprême, eh ben, vous dites ça, nous on n'est pas d'accord. Moi j'ai le mandat du peuple, Voilà. donc je me mets au-dessus. Les juges n'ont pas à me dire ce que je dois faire. Parce que juridiquement, c'est pas un coup d'État, ça. C'est Oui, un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est exactement ça. Oui, On a déjà une tentative le 6 janvier. Oui, oui, oui. Et voilà. Non, non, mais je partage tout Je à fait. voyais vous marrer, Pierre Jacquet. Je partage tout à fait cette analyse et je pense en effet que la situation est potentiellement gravissime. C'est d'ailleurs pour ça que autant j'ai envie, comme vous, comme nous tous, de croire que les élections de mi-mandat vont être un moment de vérité. Malheureusement, j'en suis pas sûr à cause de ce comportement. Et la carte électorale du Sénat est pas très favorable aux démocrates en plus. Justement, tu parles des démocrates. Il y a Raptor qui dit pourquoi il y a très peu de réactions dans le camp démocrate. Tu dis, alors, Raptor dit le cap démocrate. Je pense que tu voulais dire le camp démocrate. Ça commence à se bousculer un peu, je crois. Tout de même. Oui, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même très timide. Ça arrive tard et c'est timide. Mais surtout, ils sont divisés. On a vu là sur le vote. Il n'y a personne pour rassembler. Hein. Voilà, sur le vote du budget, la continuation du budget pour pas qu'il y ait la fermeture des services publics. Et ils se sont déchirés puisque au Sénat, finalement, quelques démocrates ont voté pour la continuation du budget, alors que à la Chambre, ils ont voté contre les mêmes démocrates. Et là, ils sont en train de se battre là-dessus, en demandant même la démission de Schumer, le président des démocrates au Sénat, enfin le chef des démocrates plutôt au Sénat. Et donc ça aussi, c'est un gros problème, c'est-à-dire ils ne savent pas quelle stratégie exactement adopter. Est-ce que ça doit être la confrontation ou est-ce que il faut attendre il y a James Carville, qui est un des stratèges, un grand stratège démocrate, dit non, il faut ne rien faire, enfin les laisser faire, ils vont se prendre eux-mêmes. Alors c'est un petit peu risqué quand même, c'est-à-dire que le problème, c'est quel chaos ils peuvent amener, jusqu'où ça peut aller. Un autre problème probablement, enfin vous allez me dire si c'est une erreur ou pas, mais c'est qu'ils n'ont pas de stratégie de nouvelle. La stratégie de Kamala Harris, c'était un peu une stratégie dans la continuité. Et on a l'impression que le peuple américain ne veut pas de la continuité. Oui, je pense que c'était ça. C'était d'ailleurs son erreur principale, ça a été de ne pas se différencier assez de Joe Biden. En fait. Oui, c'est ça. Et alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion stratégique au sein du camp démocrate. Il y a peut-être des éléments de réflexion stratégique dans différents sous-ensembles, mais il n'y a pas de stratégie qui apparaît pour le camp démocrate suffisamment élaborée, et ça manque. C'est difficile parce qu'ils ont une gauche, enfin c'est quand même entre la gauche Alexandria Ocasio-Cortez et puis les plus modérés, on a quand même une grosse différence. Et là, un autre élément aussi sur les gens, par exemple, moi, les gens que je connais aux États-Unis, quand je leur demande, mais alors pourquoi les gens dans les États commencent pas à manifester, etc. Et en fait, la stratégie de Trump de saturer les médias, de saturer par plein de décrets sur plein de sujets, ça fait qu'il n'y a pas de point de focalisation. En 2017, on avait par exemple le droit à l'avortement, on avait la question des femmes, il y a tout de suite eu quelque chose. Là, les gens disent mais je sais pas sur quoi est-ce que ça doit être sur ça, et tout le monde a un petit peu des priorités différentes, et il n'y a pas un élément qui focalise. Et peut-être que s'il y a une question économique grave qui se passe, ou qu'on voit que là, il pourrait y avoir une mobilisation plus forte. Et puis il y a un élément de sidération. Oui. Mes amis américains m'ont dit il va jamais être élu. Voilà, la réalité. Ça va beaucoup plus loin. Ils s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin en plus dans ce qu'il fait. Il y a une institution que Donald Trump voudrait, pour laquelle il aimerait bien un petit peu intervenir, c'est la Banque centrale. Pourquoi il veut faire ça? Pourquoi il menace de son indépendance, et qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Christophe Blaud. Alors, juste avant de répondre plus précisément à la question, ce qui était marrant aussi, on parlait de businessman, c'est que pendant la campagne, il a eu aussi un moment dit, moi, je crois que je sais gérer les affaires, et donc comme président, du coup, je devrais aussi avoir mon mot à dire. Je gérerais pas si bien que ça, ces affaires. Sur la politique monétaire. Pas du tout. Voilà. Mais bon. Et donc, effectivement, on a vu qu'il avait été très critique lors de son premier mandat sur les actions de la Banque centrale américaine, qui était une période où, en fait, du coup, l'économie se portait plutôt bien. Donc, la Fed a mené sa politique monétaire en cherchant à stabiliser l'inflation, qui n'était pas très élevée à ce moment-là. Et donc, dès que la décision, en fait, n'était pas une
baisse des taux d'intérêt. Du coup, il a fortement critiqué. Moi, j'avais été assez marqué par un tweet où il comparait Jérôme Powell, que lui-même avait nommé à la tête de la Réserve fédérale, comme finalement un ennemi plus important que le président chinois. Et donc, c'est pour dire c'est un classique chez Trump. Voilà, ça. mais c'est c'est vrai quand même assez marquant. Ah bah. Donc aujourd'hui, Jérôme Powell est encore en place. Son mandat se termine, me semble-t-il, au 2026. Je crois que c'est au premier semestre. Donc, et normalement, les règles font qu'il ne peut pas forcer Jérôme Powell à la démission. On lui avait posé la question après ou un peu pendant la campagne s'il démissionnerait de lui-même. Il a dit non, qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Donc voilà. Ensuite, tant que Jérôme Powell sera là, même s'il a été nommé par Trump, on a vu qu'il a globalement continué à mener la politique monétaire qui lui semblait la plus adaptée pour les États-Unis, même si il y a probablement des travaux qui montrent que les attaques répétées, les tweets, il y a des articles qui ont été publiés sur le sujet, les tweets de Trump sur Jérôme Powell et sur la politique monétaire ont eu une influence sur ce que les marchés anticipaient sur les décisions de politique monétaire. Donc, c'est pas totalement neutre, même si évidemment ça n'a pas forcé Jérôme Powell à changer peut-être radicalement les choses, mais ça peut avoir une influence. Aujourd'hui, effectivement, on va voir ce que dit la Fed ce soir. L'anticipation la plus probable est qu'elle ne baisse pas ses taux d'intérêt, parce que ça ne serait pas pertinent de baisser les taux d'intérêt aujourd'hui avec une inflation à 3% et un chômage à 4,1%. Donc ça va probablement susciter un tweet ou une réaction de Donald Trump. Et la question, c'est un peu, voilà, qu'est-ce qui va se passer après ? Donc après, ils ont dit, mais non, pour rassurer les... Parce que là, effectivement, il y a de la panique sur les marchés. Et il avait essayé aussi d'être rassurant en disant, mais... Ou je ne sais plus quel conseiller avait dit, non, mais on ne va pas remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale, rassurez-vous. D'accord ? Mais la question, elle est peut-être pas de changer le mandat de la Banque centrale, parce que, en fait, changer le mandat de la Banque centrale, ça veut dire que c'est une prérogative du Congrès. Le pouvoir de Trump, c'est de changer le président. D'accord ? Et donc de nommer le président. Et donc c'est plutôt 2026... Quelle est la personnalité qu'il va promouvoir à la tête de la Fed? Et là, effectivement, ça peut remettre en cause l'indépendance et l'orientation de la politique monétaire vers un dollar plus fort ou un dollar plus faible. Finalement, c'est pas trop, parce qu'on ne sait pas ce qu'il souhaite vraiment. C'est un dollar plus faible, qu'est-ce qui se passe? Ça favorise l'économie américaine, ça la rend plus compétitive. Mais c'est inflationniste. Et c'est une perte non transparente de pouvoir d'achat. Si le dollar baisse, les Américains sont moins riches. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est une façon d'ajuster au déséquilibre actuel. La guerre commerciale qu'a engagée Donald Trump, on sait que... Juste avant, si vous permettez, sur la Fed, l'indépendance de la Fed, qui est très importante à mon avis, c'est pas tout à fait la même chose que l'indépendance de la BCE, parce que la Fed a deux objectifs dans son mandat. Il y a l'inflation et il y a la croissance, qui sont à peu près équilibré comme objectif. Alors que dans le cas de la BCE, c'est l'inflation et tant que la stabilité des prix est garantie, c'est la croissance. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un débat permanent aux États-Unis, non pas nécessairement entre politique et Fed, mais sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l'inflation. Et c'est là-dessus qu'il y a de toute façon débat, qu'on est Trump ou pas. Il y a un débat sur la politique monétaire américaine avec tous les gouvernements, finalement. Là, le danger, c'est que le président peut se montrer très agressif. Ça a un impact sur les marchés, mais ça a un impact aussi sur un président. On a beau être indépendant, c'est pas simple de résister à un président qui mobilise l'opinion contre soi. Donc je pense que là, l'avenir va nous dire ce qui va se passer, mais c'est difficile. On a évoqué plein de tiroirs, on a évoqué plein de choses dans ce contexte très 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 multiple et dans ce maelstrom un peu chaotique. Est-ce que l'économie américaine peut rester compétitive longtemps sans nous faire sans le lire dans des boules de cristal? Elle manque pas de compétitivité nécessairement. Le problème, c'est pas la compétitivité de l'économie américaine. L'économie américaine, elle est intégrée dans le commerce mondial. Il y a des exportateurs qui ont des parts de marché, qui exportent leurs produits de façon très, très bonne, sans aucun problème. Donc c'est pas fondamentalement, c'est pas une question de compétitivité, c'est, comme on le disait tout à l'heure, une question d'équilibre épargne-investissement. Et de productivité. Or, c'est une économie qui est productive. Ce qu'on appelle en économie la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire en gros la façon dont on combine les facteurs de production pour produire. Eh bien, cette productivité globale des facteurs, elle est encore positive aux États-Unis. La croissance est positive, assez significative, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et donc, c'est un système d'innovation qui fonctionne.
Et alors, est-ce qu'il va continuer à fonctionner avec, avec la politique américaine que mène l'administration Trump? Je ne sais pas. À mon avis, il peut lui faire du mal aussi, mais c'est quand même au départ, la dynamique d'innovation américaine est quand même assez Je pense impressionnante. quand même, enfin, je sais pas, mais il me semble l'instabilité en tout cas qu'amène Trump, parce que lui-même il change d'avis, on l'a déjà dit, mais le matin il dit un truc, le soir il dit absolument le contraire, et apparemment, moi je suis pas spécialiste en économie, mais il y a beaucoup de grands dirigeants d'entreprises qui sont quand même allés voir là, les républicains en disant nous, Il faut arrêter. le pire c'est même pas les Oui, tarifs ça- douaniers, c'est l'instabilité et l'incertitude, comme on en a parlé au tout début. Et puis l'éducation, et puis enfin, tout ça va finir par Ah bah jouer oui. un rôle sur la productivité. Parce que là, il y a une attaque aussi sur les universités, sur la science, qui est extrêmement grave. Parce que là, ça enlève toutes les capacités. Parce que enfin, c'est vraiment très important. Les universités américaines, la recherche américaine est en pointe sur plein de choses. Il y a beaucoup d'argent. Ils ont formé le monde entier. Et là, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied extrêmement grave. Christelle, salut Christelle, aimerait bien qu'on parle de pétrole. Christelle nous demande qu'est-ce qui peut rendre un pétrole cher. Trump, avec son drill, baby drill, a besoin d'un pétrole cher. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour cela? Bon, déjà, est-ce qu'il a besoin d'un pétrole cher? Non, je pense qu'il ne veut pas un pétrole cher. Il veut un pétrole pas L'objectif, cher. c'est plutôt de faire ça. Mais Il a faire fait baisser campagne le sur la pétrole, baisse oui. du prix de l'énergie pour dire que moi, président, l'énergie sera bon marché. Et donc, c'est effectivement d'accroître la production de pétrole aux États-Unis pour faire pression à la baisse sur des prix mondiaux. Ici, il n'est pas le seul acteur, mais ils sont un acteur important et donc ça peut jouer sur l'offre. Ce qui est, à mon avis, au moins aussi préoccupant que la guerre commerciale, quand on s'intéresse à la transition énergétique, au développement durable, à la croissance verte, à tout ce qui préoccupe l'Europe, et j'espère va continuer à la préoccuper, bien que le sentiment d'importance aujourd'hui de ces questions-là ait été atteint. Et les États-Unis sont déjà au maximum, enfin, très très élevés dans leur production, et beaucoup d'entreprises, même productrices, disent ben là, c'est pas forcément de nouveaux puits de pétrole qui nous intéressent. Enfin, c'est pas, il n'y a pas forcément cette envie-là. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est vu comme étant l'Eldorado, quoi. Donc, je pense que là aussi, il y a beaucoup d'effets d'annonce, et puis il y a cette volonté aussi de remettre en cause tout ce qui est climat, puisque c'est vraiment, on va aller puiser dans les réserves, notamment en Alaska, là où c'est protégé. Enfin, c'est aussi une manière de dire un petit peu fuck au Green New Deal, à tout ce qui est transition effectivement énergétique. Il y a vraiment pour le coup tout ce qui est contrainte. Et là, Musk est pareil. Hein. Musk, c'est quelqu'un qui est très contre les protections d'environnement. Qui ne l'était pas et qu'il est devenu, exactement. Il n'était pas du tout au premier mandat, puisqu'il a même démissionné pour cette raison. Mais entre les deux, il y a eu SpaceX qui fait beaucoup d'essais là au Texas, où ils détruisent, et il est contraint parce qu'il détruit de l'environnement local, etc. Et là, il a détesté. Il a ça de commun avec Trump, hein, c'est des contraintes. Dès qu'il y a des contraintes, il pense que son projet est tellement supérieur, il va sauver l'humanité. Trump, Dieu on l'a envoyé pour sauver l'Amérique. Donc, tous ceux qui veulent l'empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, c'est le mal, quoi. C'est le mal incarné. Ce sont des gens qui n'ont rien compris, etc. Question de Raptor qui pose beaucoup de questions ce soir. L'arrivée de Trump et ses différentes actions telles que la suppression progressive d'agences et de licenciements de fonctionnaires, est-ce que ça peut pas être vu comme une crise de l'État-providence? Oui. Oui, après, il est moins marqué aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe, mais encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre d'individus qui dépendent, ou qui y a des transferts de sécurité sociale, et donc si ça marche pas, ou si ça marche plus, du coup, effectivement, ça peut créer une crise de l'État, pas forcément une crise de l'État-providence en soi, mais une crise de l'État si l'État ne fournit plus les services publics sur lesquels il est engagé. Social Security, c'est la retraite, en fait. Et ça concerne beaucoup des gens. Alors, Medicare, c'est pour les gens qui ont plus de 65 ans et qui sont un plus pauvres, en fait. Enfin, voilà. Et ce sont souvent dans des États ruraux et dans des États dans des circonscriptions qui ont beaucoup voté Trump, qui dépendent, moi j'en connais d'ailleurs, mais qui ont beaucoup voté Trump. Et donc, c'est assez paradoxal, puisqu'ils ne défendaient pas du tout leurs intérêts, en l'occurrence. Oh, pardon, Christophe. Non, et puis il y a aussi un volet sur l'immigration et Justement parler de l'immigration. Les postes, il y a aussi des gens dans la sécurité intérieure qui sont des employés fédéraux. Donc ça aussi, on peut imaginer que ça peut jouer.
enlève des gens pour. Il y a des sujets qui se croisent. Il y a aussi peut-être voilà, l'immigration et le marché du travail. Bah oui, et il y a l'immigration et le l'agriculture, marché du travail, effectivement, alors qu'il y a un point sur lequel il y a eu des effets d'annonce assez forts dès le début. Aujourd'hui, alors je vois moins, à part là ce que vous disiez sur le Venezuela. C'était plutôt symbolique, là, Plus effectivement. symbolique, mais effectivement, dans une économie où on a un marché du travail qui est moins en tension qu'il ne l'a été, mais avec un taux de chômage qui est plutôt bas, avec un taux d'activité, c'est-à-dire les personnes qui sont sur le marché du travail qui ne remontent pas parce que, en fait, pour des raisons démographiques, pour des raisons de santé publique en partie, il y a une crise de santé publique qui fait qu'un certain nombre d'individus sont sortis du marché du travail. Et donc, en fait, ces migrants qu'il souhaitait expulser, donc il avait, je sais plus, je crois qu'il y avait un chiffre de 11 millions, dont 11 millions de personnes, 20 millions, voilà, 11 millions qui sont sur le marché du travail. Qui sont non documentés, enfin, comme ils appellent illégaux. Illégaux, voilà. C'est ça. Mais du coup, forcément, sur le marché du travail, c'est aussi des gens qui occupent des emplois qui sont pas forcément, qui seraient pas forcément occupés par les autres personnes. Et donc là aussi, ça peut créer des tensions dans le fonctionnement de l'économie américaine, et aussi un sujet du coup, en termes de ces tensions peuvent générer un peu plus d'inflation. Oui. Question très très précise de Guy, avant qu'on se quitte, parce que je vois que l'heure tourne, pardonnez-moi. Guy qui demande, si j'ai bien compris, Donald Trump voudrait baisser le cours du dollar. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le plan argentin de dollarisation de l'économie? Vous avez 2 heures. Non, vous avez 1 minute. On n'est pas obligé de répondre à la question si elle suppose un développement de plus de 15 minutes. Vous avez de plus de 15 minutes. Le lien, je vois pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien direct. Le choix de dollariser, c'est un choix qui consiste à importer la crédibilité de la politique monétaire américaine dans une situation où les institutions sont trop faibles pour assurer cette crédibilité dans le pays lui-même. Le fait que le dollar baisse peut atteindre la crédibilité du dollar, mais on n'en est pas encore là. Mais surtout, j'ai envie de répondre que Donald Trump ne peut pas faire baisser le dollar. Ça va être assez compliqué d'arriver à une baisse du dollar. Hein. Si le marché le fait, très bien, mais les politiques auront du mal à faire baisser le dollar. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça par un décret. Et ça, c'est sa limite. Hein. Il pense qu'il peut faire beaucoup plus fort que tout le monde et les marchés. En revanche, si l'économie américaine devient non crédible, là, le dollar baissera. 17h59, passé de 47 secondes sur Info, chers messieurs. C'est bientôt l'heure de nous quitter. C'est l'heure, à tout le moins, du mot de la fin ou du mot de la suite. Votre mot de la fin. Je vous saisis au vol comme ça, oui, c'est vraiment pas oui. sympa. Hein. Sans prévenir. Sans prévenir, effectivement. Non, mais voilà, donc au-delà de tous les aspects économiques qu'on a évoqués, je crois qu'il y a aussi tout un tas de choses sur le droit, sur la perception de la science, sur le climat, et qui me préoccupe autant que toutes les questions économiques, voire plus en fait finalement, parce que s'il y a 5% de chômage aux États-Unis, un peu moins de croissance, bon, voilà, c'est gênant pour les Américains. Mais effectivement, si on fait moins d'efforts sur le climat, si on abandonne la recherche scientifique et les connaissances, qui est quand même dans une économie qui a trusté les prix Nobel, qui a trusté les publications scientifiques et donc qui joue un rôle moteur, du coup, c'est une partie de nos connaissances qui risque de s'atténuer. Ça aussi, c'est inquiétant en tant que chercheur. Merci Christophe Blo. Jérôme Viala-Godefroy, le mot de la fin, le mot de la suite. Alors, moi, ce que je pense, je fais un pari, mais là, j'ai enregistré en plus, c'est horrible, mais moi je pense que s'il y a quelque chose qui va faire bouger les gens et l'opposition, ça va être la question économique. Et je pense que si on arrive vraiment à une catastrophe, si ça continue en tout cas dans cette incertitude, etc., je pense que c'est quand ça atteindra vraiment le porte-monnaie, le quotidien des gens, qu'on aura quelque chose qui viendra du bas, du grassroots, comme on dit en anglais, et qui pourrait changer la donne. Mais je pense qu'en dehors de ça, ça va mettre énormément de temps. Merci Jérôme. Moi, je suis assez sur la ligne de Christophe. Je pense aussi que l'économie, et je l'espère, peut amener à faire changer les choses. Mais ce qui me frappe beaucoup, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cette perte de valeur à laquelle on assiste. C'est son comportement qui est le contraire de l'humanisme. C'est le contraire des valeurs pour lesquelles on s'est battu dans le passé. Et donc, je pense que l'Amérique de Trump engage le monde vers une situation qui est extrêmement périlleuse et dans laquelle nous, Européens, nous devons définitivement
définir ce que nous pouvons faire ensemble et nous mettre en marche parce que plus personne ne peut le faire à notre place. Merci Pierre Jacquet, merci à tous les trois. Chers amis, il est 18h01 Merci. passé, il est 18h02. Je vous fiche dehors, je vous remets entre les bras de Camille. Merci infiniment pour vos lumières. Nous quittons Washington, la bourse de New York, la compagnie d'Elon Musk, les pérégrinations du président américain pour aller voir ce qui se passe dans la tête des Françaises et des Français, puisque 5 ans et 2 jours après l'annonce du confinement lors de l'épidémie du Covid, il s'avère que les Françaises et les Français, eh bien, ils ne vont pas très bien et qu'on n'en parle pas beaucoup, en tout cas pas assez. En témoigne notamment, c'était malheureusement pas le seul, le 6e rapport de l'Observatoire national du suicide, mené avec l'adresse. L'adresse, c'est quoi? C'est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Un rapport publié au mois de février et qui révèle une progression inédite des hospitalisations pour gestes auto-infligés. Ce sont les tentatives de suicide et des automutilations chez les adolescentes et les jeunes femmes en 2021 et en 2022. Ça n'était que pour citer un exemple. On va se pencher sur tout ça ce soir, en tout cas pour l'heure à venir, pour les 53 minutes qu'on va partager ensemble. On va parler de mal-être, on va parler confinement, on va parler déconfinement, on va parler inégalité de genre peut-être, on va parler addiction, télétravail, dépression, mal-être au travail, tentative de suicide, puis peut-être même solution. Et on va voir certainement qu'il y a en la matière de gros chantiers à mener. Bonsoir, il est 18h, on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Dominique Ponchabelon. Bonsoir. Chers amis, bienvenue, pardonnez l'accueil un peu abrupt. N'hésitez pas à vous servir de l'eau, remettez bien la bouteille en dessous. Vous avez chacune et chacun un micro. Il faut le prendre, et pas par la connectique, sinon ça fait des scrunchs. Il faut bien le prendre là et lui parler bien devant. Et puis c'est tout. Et bienvenue, et pardon, vous êtes psychiatre et chef de service au relais étudiants lycéens de Paris, à la Fondation Santé des étudiants de France. Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui. Pardon? Je suis présidente de l'association des structures de soins dédiées aux étudiants en Île-de-France et je suis également psychiatre dans une grande école de management qui est le SCP Business School. Ah bah ça tombe bien. Bienvenue. Il manquait un petit bout sur ma fiche. 1000 pardons. Christelle Albaret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychosociologue. Vous êtes aussi chroniqueuse sur France 2. Oui, À vos côtés, Christophe Nguyen. Bonsoir Christophe. Vous êtes psychologue du travail, enseignant, président d'Empreinte Humaine. Empreinte Humaine, c'est un cabinet spécialisé dans la santé, la sécurité psychologique au travail. Bienvenue à tous les trois. La France est l'un des pays les plus dépressifs en Europe. C'est une étude publiée le 9 janvier 2025 qui le dit. Une étude publiée par la direction statistique des ministères sociaux. C'est l'adresse que j'évoquais tout à l'heure. Comment on l'explique? C'est pour lancer nos débats. Et répond qui veut. Moi, je me permets de commencer. Moi, je pense qu'il y a un manque de culture de la prévention autour de la santé mentale en France. Finalement, c'est passé sous les radars des politiques publiques en matière de santé publique. Là où, par exemple, on sait ce qu'il faut faire pour la santé physique, courir, manger 5 fruits et légumes par jour, ça, on l'a bien en tête. Comment on fait pour être dans un bon équilibre psychologique? C'est beaucoup plus flou aujourd'hui. Donc c'est une part, on va dire, des choses. Et on le paye assez cher aujourd'hui, je trouve, parce que la crise du Covid a vraiment a eu un impact important. Et la prévention, c'est vraiment un amortisseur. On voit que dans les pays où il y a vraiment une culture de santé publique autour de cela, ils ont eu une augmentation de l'anxiété, des détresses, des problématiques de santé mentale, mais finalement moins grave peut-être et à une moins grande ampleur. On le voit aussi dans l'organisation du système de soins, c'est assez complexe. Donc aujourd'hui, on est un pays qui répare beaucoup, avec finalement un côté social très important, mais c'est toute la partie de la prévention que je pense on doit encore beaucoup progresser. Christelle? Ou pardon. Ou qui veut. Allez-y, Allez-y, Dominique. on se Allez-y. passe la parole librement. Oui, On peut même se couper la parole dans la limite du propos courtois et intelligible, mais je vous fais confiance. Non, mais justement, je suis Dominique. complètement d'accord avec Christophe. Nous ajouterons à cela, sur le plan, je dirais, strictement culturel, une forte stigmatisation des problèmes psychologiques. Alors là, je parle pour la population jeune en France par rapport aux pays européens. Moi, je travaille depuis 15 ans dans une école où il y a 30% d'étudiants internationaux et beaucoup d'étudiants européens. Je suis très frappée de l'utilisation de nos consultations psychologiques massives par les étudiants européens, et notamment d'Europe du Nord, mais aussi extraterritoriaux du monde entier, et des étudiants français. Des étudiants français qui sont très frileux parce qu'il y a une part évidemment de déni, de honte, d'auto-stigmatisation par rapport à la souffrance psychologique. Ça, c'était une situation assez frappante jusqu'au Covid. Le Covid a complètement changé la donne, on pourrait s'en féliciter en partie, a déstigmatisé le malaise, la dépression, la composante anxieuse et aussi l'accès à la consultation qui a été facilité par un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place quand même par notre gouvernement. Complètement d'accord sur les points forts de notre système de santé. Je trouve qu'on a des soins de qualité. Les soins psychologiques, comme vous le savez aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sont totalement engorgés, sont même, pour la pédopsychiatrie, sinistrés actuellement.
On espère qu'on va redresser cette situation, mais les soins sont de qualité. Nous sommes également très performants, à mon point de vue, pour l'inclusion des élèves et étudiants en situation de handicap. Cette inclusion qui remonte à la loi 2005 qui amène aujourd'hui des étudiants qui présentent un certain nombre de handicaps psychiques au sein des universités. Et là, je trouve que le travail est fait, dans les limites du possible, tout à fait convenablement, à souligner quand même que l'augmentation considérable des reconnaissances handicap à l'université, qui a été multipliée par 9 depuis la loi sur le handicap, et qui sature un peu tous les services de soins universitaires et scolaires au détriment de la prévention. Que vous regrettez donc? Non, bien sûr que non, c'est une très bonne chose. Mais c'est un peu faire passer la charrue avant les bœufs, de s'occuper d'abord de l'inclusion des malades, avant de s'occuper des malades et avant de prévenir la maladie. Et donc, l'aspect de prévention a été, très franchement, complètement délaissé. Et on le voit dès d'ailleurs le milieu scolaire, laissé au lobby des associations qui passent par-ci par-là, qui traversent l'établissement scolaire. C'est un peu mieux organisé à l'université, mais aujourd'hui, les services de soins aux étudiants ont fait le switch entre médecine préventive universitaire, services de soins aux étudiants. Aujourd'hui, ces services universitaires, ils sont dévolus aux soins et plus à la prévention non plus. Donc on perd un axe fort de cette prévention. Et c'est une situation qui me semble vraiment désastreuse parce qu'on paie le prix fort en soins et en inclusion du handicap au détriment de cette prévention. C'est quoi la prévention concrètement? La prévention, si je peux me permettre, pour faire simple, c'est agir avant que les problèmes apparaissent, à plusieurs niveaux. On parle de la prévention dite primaire, c'est-à-dire pardon, et je vous coupe, on va faire des allers-retours sur plein de sujets. On a 1 heure pour les balayer. Il est probable qu'on ouvre des tiroirs, qu'on les referme. Vous avez chacun votre spécialité. Il y aura des questions dans le chat aussi. Pardonnez-moi. Donc on parle de prévention primaire, ça marche pour n'importe quel risque, qu'il soit physique, chimique ou psychologique. Donc vraiment, en amont, détecter quelles sont les sources finalement de difficultés, de stress finalement, qui peuvent expliquer des situations. Mais il y a au contrario ce qu'on appelle aussi des facteurs de protection, comme on peut augmenter l'impact de certains facteurs de risque. Par exemple, une incertitude vis-à-vis de l'avenir, ça peut créer du stress, mais si on a un peu de contrôle sur ce qu'on fait, d'autonomie, ça va un peu mieux, pour faire simple. Ensuite, il y a la prévention secondaire. Là, on augmente les compétences des gens pour faire face. Comment, finalement, quand j'ai du stress, comment je gère cette situation, pour faire simple. Et après, il y a la prévention dite tertiaire, la réparation, la prise en charge, le retour, finalement, à une situation normale, le soin, si vous voulez. Mais de plus en plus, on parle de ce qu'on appelle la prévention primordiale. Parce qu'on voit qu'il y a plein de pays qui ont fait plein de choses et ils arrivent à une sorte de plancher et à pas réduire un certain nombre d'apparitions de troubles. Et donc, ils ont identifié qu'il y avait un certain nombre d'ingrédients pour que tout ça fonctionne. Et notamment quand il y a des vraies politiques publiques, finalement, qui organisent, qui incitent, avec des moyens, des ressources, un suivi, avec également l'engagement de différents leaders, que ce soit dans les organisations, dans les entreprises, dans les écoles, même dans les EHPAD aussi. Il y a aussi la santé mentale de nos aînés. Et tout ça est un peu, on va dire, systémique. C'est vraiment quelque chose de global qu'il faut voir. Pas juste à l'école, le travail et puis après le travail, mais aussi de se dire que, par exemple, au travail, on hérite de ce qui se fait ou se fait pas à l'école. On voit la santé mentale des étudiants, là, aujourd'hui, est un vrai sujet dont les entreprises héritent avec vraies difficultés aussi à gérer ces situations et à se positionner. Christelle, je vous vois acquiescer largement. Oui, alors, il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais réagir. La première, c'est que, en effet, il y a eu un avant et après Covid en ce qui concerne la santé mentale, mais tout simplement parce qu'on a pu tous, il n'y a pas une seule personne qui ne s'est pas sentie à un moment donné, pendant cette période-là, pour soi ou pour un de ses proches, sentir un moment de flottement. Et tant qu'en fait quelque chose, c'est de la théorie, on peut en parler tant qu'on veut, ça ne s'entend pas. Le jour où on le vit vraiment, d'un seul coup, on a un autre regard dessus. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la santé mentale, plus personne ne peut se dire c'est uniquement la pathologie, la psychiatrie, c'est quelque chose de beaucoup plus large et en fait, 100% des personnes sont concernées par la santé mentale. On peut tous se dire une chose, à se rappeler, c'est que si on n'a pas la santé mentale, on n'a rien d'autre. Et on l'a tous, là aussi, vu. Maintenant, je pense que ce qui est aujourd'hui une problématique, c'est qu'il y a un écart énorme entre la façon dont on en parle, avec toute l'intelligence française, parfois un peu complexe, qui est très écartée de monsieur, madame, tout le monde, qui a besoin de comprendre, de vivre les choses. Par exemple, quand vous dites, Christophe, et vous avez 100% raison, on parle de la prévention. Sauf qu'en fait, en réalité, on est tous pareils. La prévention,
pour tout. Par exemple, si vous prenez pour une voiture, le contrôle technique, on ne vous C'était demanderait pas de ma le question faire. tout à l'heure. C'était Eh quoi bien, vous le concrètement la feriez pas. prévention? La prévention, mais en fait, le cerveau, il n'aime pas la prévention. Donc, on est en train de dire qu'il faut faire de la prévention, mais on ne va pas y aller. Donc, il faut plutôt de parler de prévention, et vous avez 100% raison, qui est de se dire, mais étant donné qu'en fait, par définition, on ne va pas aller faire de la prévention, comment on donne envie déjà de prendre soin de soi, concrètement? C'est le basique, en effet, le triptyque, c'est-à-dire que pour être bien, il y a l'activité physique, il y a le sommeil et il y a la gestion des émotions. Donc, s'il y avait une première chose à faire, c'est de se dire, OK, voilà, ces éléments-là, ils sont présents. Et dans la santé mentale, c'est jamais une chose, on se rend compte que c'est un écosystème de plein de petites choses qui vont faire que c'est une problématique au travail qui a changé, c'est un changement de vie, un contexte, mais aussi ce qu'on est. Par exemple, pourquoi moi je vais peut-être facilement traverser un deuil et que mon mari à côté, on le vit en même temps, moi, et lui, on n'est pas non, mariés. c'est pas Christophe, mon mari, non, mais mon C'est mari tout à le bonheur côté, du monde, chers amis. mon mari à côté, lui, va pas le traverser de la même façon. On va se rendre compte que la santé mentale, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est souple. Et je pense que quand on parle des étudiants, quand on parle des personnes de travail, quand on parle de monsieur et madame tout le monde, ce qu'ils ont envie, c'est qu'on leur donne des éléments simples et concrets pour pouvoir prendre soin de la santé mentale. Et il y a une deuxième chose, on pourra vraiment, c'est Jérémy Ferrari qui l'a très bien dit, quand on pourra dire j'ai eu une dépression comme j'ai eu une grippe, les choses auront changé. C'est-à-dire qu'on va moins donner ce sentiment de les médicaliser, peut-être un peu plus de se dire je peux en parler librement parce que ça me fait moins peur et je sais que ça fait moins peur aux autres. Je pense que voilà. Dominique Monchablon, c'est votre quotidien? La définition de la santé mentale, c'est, selon l'OMS, on est très très loin de la psychiatrie. C'est développer son potentiel dans la mesure du possible, faire face aux tâches de la vie quotidienne et mettre ses capacités au sein de la collectivité. Je trouve que c'est une définition magnifique. Je dirais très généreuse et intéressante. Alors, moi, je voulais revenir 2 minutes sur la question de la prévention qui semble un peu, comme ça, un petit peu énigmatique, et notamment sur la prévention secondaire. Ce qui serait intéressant pour nos étudiants, alors on part d'un continuum, développement psychologique, évidemment la périnatalité jusqu'à l'âge adulte. Très bien, une fois qu'on a dit ça, très bien. Et il y a quand même une étape absolument essentielle qui est l'adolescence, avec un remaniement très important sur le plan hormonal, sur le plan psychique et sur le plan cérébral. On le sait maintenant grâce aux neurosciences, à la neuroimagerie. Donc la donne est complètement redistribuée et pour finir, le sujet à l'âge de entre 20 et 22 ans acquiert, je dirais, sa personnalité à peu près définitive. Bien sûr, il va évoluer, il va changer, il va s'adapter. Mais en clair, les étudiants à partir de l'âge 20-22 ans, savent à peu près quelles sont leurs lignes de force, quelles sont leurs lignes de vulnérabilité. En revanche, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas une claire représentation. Et dès qu'ils sont confrontés à des facteurs de stress cumulés, et je vais les énumérer à l'université, ce sont toutes les étapes charnières de l'université, ils se mettent à vibrer. Voilà. Ils se mettent à vibrer, il y a des symptômes qui apparaissent, c'est pas la pathologie psychiatrique encore, c'est des signaux de détresse psychologique ou juste des interrogations sur leur mode d'adaptation à des tâches multiples qu'ils doivent affronter. Et ces étapes, elles sont très simples. C'est l'entrée dans l'enseignement supérieur, ça on sait que ça met à l'épreuve toutes les capacités adaptatives du sujet. Ils doivent se confronter à un monde culturel nouveau, adapter aussi leur travail, être en situation d'autonomie. Ça va vous rappeler l'entrée dans le travail. Être en situation d'autonomie. Alors eux, pour la première fois, ils quittent leurs parents. Ils sont en situation d'autonomie affective, financière, professionnelle. Et puis, c'est aussi l'alliance. Le dernier point, j'appelle ça, moi, les 3A, l'alliance avec le système universitaire. Si on fait le parallèle avec l'entrée dans la vie professionnelle, c'est la même chose. C'est l'alliance avec le lieu de travail où on va entrer. Et là, les premiers signaux. Et le problème de ces premières années, c'est qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour s'en plaindre et venir nous retrouver. Deuxième étape charnière, ce sont les premiers stages. Et ça, je trouve que les grandes écoles ont quand même une petite étape d'avance sur l'université, hélas, de fournir à ces étudiants, là, évidemment, l'opportunité de se confronter au monde du travail. Et là, ça va
à nouveau faire vibrer d'autres compétences qui sont plus les compétences académiques, mais les compétences relationnelles, humaines, la façon dont on s'organise dans un groupe. On en reparlera peut-être. Moi, j'y tiens beaucoup à cette question, elle est intéressante. Et puis la troisième étape, c'est entrer dans le monde du travail. Et là, il y a d'autres difficultés qui vont apparaître et sur lesquelles il va falloir que le jeune s'engage. C'est le sentiment d'illégitimité, d'imposture. Alors, beaucoup de composantes universitaires nous disent aujourd'hui, après le Covid, ces étudiants, ils ont du mal à rentrer dans la carrière. Ils veulent un tutorat, ils veulent un accompagnement des anciens. Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, sentiment d'imposture. Le sentiment d'incomplétude, ils ne sont pas contents d'être là. Alors, ils sont diplômés à Bac+7, mais finalement, ils auraient aimé faire tout à fait autre chose, vie artistique, ou voilà, sentiment d'incomplétude, une recherche de soi. Et enfin, pour d'autres, un sentiment d'impuissance face à la compétition. Donc, toutes ces étapes charnières, si les étudiants étaient accompagnés tout spécifiquement, une fois tous les 3 ans, on pourrait sûrement mieux les aider à appréhender leurs limites, mais aussi leurs ressources. Moi, je suis psy, je travaille uniquement sur les ressources de mon étudiant. Évidemment, à partir de leurs faiblesses, annoncer leurs motifs de consultation, mais on travaille de manière dynamique. Oui, effectivement, il y a des étapes, des événements qui sont très importants et constitutifs, on va dire, de l'identité, qui évoluent, et en particulier sur des transitions importantes. C'est vrai que ceux qui ont vécu la période Covid et qui rentrent sur le marché du travail n'ont pas eu ces transitions, où ils ont pu se créer des repères, notamment au niveau du travail. C'est quoi les codes? Comment ça marche? Comment on apprend à travailler? Comment je m'identifie à des personnes? Nous, on a des lignes d'écoute psy avec des étudiants aussi, et ils évoquent beaucoup qu'ils ont besoin d'avoir des repères. Comment ça fonctionne? Surtout dans un environnement aujourd'hui qui est complexe, qui est mouvant, qui est difficile, qui est incertain. Est-ce qu'il est plus complexe qu'avant, donc? Oui, l'environnement. Oui, c'est sûr que aujourd'hui, c'est crise sur crise. Et comment on se projette? La crise climatique, la crise économique. Et effectivement, c'est difficile de se projeter et de se dire je vais faire 10 ans dans la même boîte et je vais m'y épanouir finalement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais croire ce qu'on va me dire finalement? Donc il y a aussi des rapports au travail qui changent, mais effectivement, ça se joue aussi en amont dans les transitions avec les études. On parle de qualité de vie au travail. Il y a des pays qui parlent de qualité de vie aux études aussi, de qualité de la relation pédagogique également. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet vraiment de construire aussi ces transitions. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est systémique. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment là où il faut agir. Et dans la prévention, c'est pas uniquement dire aux gens il faut boire, il faut pas trop boire, pas trop manger, bien dormir, bien manger, si vous voulez, parce que ça a une certaine limite, ça paraît un peu moralisateur et ça embête tout le monde. C'est vraiment cette idée d'agir sur les environnements, là où sont les personnes. C'est beaucoup plus efficace. Et après, on peut dire aux personnes quoi faire. Il faut aussi, je pense, on l'a dit déjà, déstigmatiser le sujet. On voit par exemple, je trouve intéressant ce que fait l'Australie, qui va sur les réseaux sociaux pour, là où sont les jeunes, pour leur parler de crise suicidaire. Et ils en parlent et ils expliquent finalement qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit un ami, quelqu'un qu'on connaît qui peut être en difficulté. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui traverse une période difficile? C'est quoi la détresse? C'est quoi les signaux? Qu'est-ce que je fais? Et en mettant en avant les ressources, les structures de soins, finalement les premiers éléments. Nous en France, on a du mal finalement à faire ça et d'aller vers ce qu'on appelle aller vers la prévention, c'est aussi aller vers les personnes et à certains endroits. Et donc augmenter un peu notre vigilance sur le sujet. Voilà. Et savoir comment aborder ce sujet. Je crois que déjà on aura fait une belle étape. Je pense qu'on est encore un peu trop dans la théorie. Je vais réagir là-dessus. Alors déjà, je trouve que c'est génial sa façon de dire, en effet, la notion de repère. Aujourd'hui, et pour refaire le lien avec la partie Covid, entre l'avant et l'après, ce qui a mis beaucoup chacun à mal, c'est que ce repère-là, il pouvait pas être anticipé. Et ce qui a bousculé, donc, c'est chacun nos repères. Le repère des étudiants, alors pas seulement lié au Covid, parce que comme vous l'avez exprimé, c'est intéressant, différentes phases. Eh bien, en fait, c'est quoi ces repères? C'est je sors d'une zone de confort pour aller vers une zone d'inconfort, donc mes repères changent et ça va prendre plus ou moins de temps. Mais avant, on avait devant nous, même au niveau du travail aussi, des repères qui étaient ceux de nos parents. En fait, on savait déjà à l'avance comment tout allait se passer parce que depuis des années, des décennies, c'était toujours pareil. Aujourd'hui, le monde change très très vite, nos repères changent très très vite. Donc on doit apprendre à constamment se remettre, de mettre des nouveaux repères et s'adapter. C'est épuisant, c'est une fatigue qui est très, très importante. Et c'est intéressant parce que vous parliez du travail et tout à l'heure des enfants. Alors moi, du coup, ça m'a fait l'écho avec les parents. Parce que les parents
aussi doivent mettre en place des nouveaux repères. Moi, ça me fait penser, il y a une dernière étude qui a été faite par Opinionway et Laboratoire Gallia sur la périnatalité, et 9 parents sur 10 expriment qu'ils ressentent au moment de l'arrivée du bébé et pendant les premiers mois tous une fatigue émotionnelle, psychologique, et pas seulement l'usure liée à la fatigue, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ils expliquent que il y a la fatigue, bien sûr, liée au bébé, mais est-ce que je vais être suffisamment un bon parent ? Quelle société je lui offre ? Donc, c'est tout un contexte. Là aussi, on doit pouvoir travailler sur les repères. Deuxième chose sur laquelle je voudrais peut-être réagir, sur les réseaux sociaux. Vous avez complètement raison, Christophe. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit où, en fait, on peut donner des repères de qualité aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, à tout le monde en réalité. Ils sont sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch, ou partout. Voilà. Donc, il faut aller là où ils sont. En fait, aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est que il y a beaucoup de monde qui est sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément des experts, des professionnels. Donc, en fait, il y a de tout et de rien. Il y a des influenceurs. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, on ne peut pas en vouloir aux influenceurs de faire le job que des experts, des professionnels peuvent faire, parce qu'en fait, c'est possible et c'est disponible à tous. Et ce qui est intéressant, c'est de faire, donc, en effet, un système d'équilibre. Par contre, il y a aussi cet effet sur, notamment on en a parlé, il y a eu des études là-dessus sur TikTok, avec cette problématique de l'algo, c'est qu'en fait, si on commence à s'intéresser à l'anxiété, au stress, au suicide, eh bien en fait, l'algo, il va vous renvoyer que des vidéos qui sont comme ça. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, ça fait partie de mon métier justement d'amener de l'information de qualité. Je vois ce qui se passe, je vois comment en fait les différentes personnes qui sont sur les réseaux sociaux s'expriment. En effet, il y a un effet après de tubulaire qui se met en place. Et là aussi, le biais de confirmation. Le biais de confirmation. Mais si on donne une information, on ouvre cela, ça permet de pouvoir améliorer les choses. Mais je pense que la santé mentale aujourd'hui, franchement, les jeunes ont un regard qui a, depuis, je dirais, les 2-3 ans, mais qui a complètement évolué sur la santé mentale. Et même en ce qui concerne les médias, on le voit si vous regardez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une seule interview qui n'est pas réalisée sur un sportif de haut niveau, un acteur, un politique, où on lui demande quoi ? De parler de son histoire de vie, de parler de sa santé mentale. Donc, le bouleversement, il est fait. Aujourd'hui, on y est. Dominique Monchablon. Oui, je voudrais revenir 2 minutes sur la question de la Lévesque, que je trouve très, très intéressante. Pourquoi ? Parce que la pathologie psychiatrique, si je me réfère à la pathologie la franche, est la seule pathologie où, je dirais, l'indice de gravité entrave l'accès aux soins. Curieusement, plus on est malade, moins on consulte. Donc, on était face à cette problématique, nous, psychiatres. Là, pour le coup, je parle de la psychiatrie lourde. La psychiatrie lourde, ça recouvre quoi ? L'arrêt suicidaire majeur, les dépressions graves, voilà, les délires, enfin tous les troubles psychotiques évolutifs, avec des risques, suicidaires et des risques d'hétéroagressivité pour les autres étudiants. Là, on reste dans le monde étudiant, hein. Et finalement, ces pathologies graves remontaient vers nous grâce, enfin, par l'intermédiaire de l'université, à travers des péripéties psychiatriques graves qui mettaient en danger parfois les enseignants, parfois les autres étudiants et en tout cas toujours l'étudiant lui-même. Donc on a commencé à penser que cela, il n'arrivait pas aux soins. N'arrivent pas aux soins non plus ces étudiants de première année qui sont trop immatures et pour lesquels, alors là, ils ne sont pas du tout à pathologie psychiatrique, ceux-là, mais ils ont des signaux faibles. Hein, on parlait de la prévention secondaire et du dépistage, des signaux faibles de malaise. Mais parmi lesquels ? Alors, on va les citer, mais qui ne les poussait pas encore à pousser la porte du psychologue, parce qu'ils considéraient que ce n'était pas assez grave. Mais par exemple, la première, c'est la démotivation, c'est la baisse des compétences cognitives, la baisse de la concentration, de la motivation, le repli, l'isolement, les premiers signaux de repli d'isolement, la fatigue,
Voilà, la tristesse, bien sûr, alors ça évidemment, mais souvent c'est pas ça qui est premier plan. Ce sont pas des symptômes psychiques traditionnels, ce sont des signaux faibles dans leur vie. Et donc l'idée qu'on aille chercher ces étudiants nous semblait extrêmement pertinent. Alors évidemment par les réseaux sociaux, mais par leur messagerie étudiante, parce que là on est loin des réseaux sociaux, on peut naviguer dans la messagerie des étudiants, avoir accès, à aller jusqu'à eux, mais aussi et surtout par l'intermédiaire du tissu communautaire universitaire. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place des formations d'étudiants pairs, de pairs aidants, qui vont repérer, ou en tout cas qui vont recueillir des informations préoccupantes sur des copains qui ont eu des comportements bizarres, par exemple en soirée, qui sont alcoolisés à mort, qui ont pris des risques, qui ont été violents, voilà. Donc, par l'intermédiaire de la pérédance, et ça, ce système fonctionne très très bien et peut faire monter des pathologies dépressives évolutives, et par la formation des enseignants. Et donc, moi, je suis à l'origine d'un dispositif qui s'appelle Philharmonie, où les étudiants, les professeurs d'université peuvent m'appeler parce qu'ils sont confrontés à des étudiants qu'ils ont reçus dans leur bureau, voilà, pour lesquels ils sont inquiets. Ils se demandent si c'est de l'ordre de la psychiatrie ou pas. Ils veulent en parler avec moi. Et on échange ensemble pour qualifier la situation. Est-ce que c'est grave, pas grave? Est-ce que ça mérite une consultation psychologique à mon point de vue ou pas, etc. Donc, cette idée d'aller vers par l'intermédiaire du tissu communautaire, et ça, c'est formidable. Et les profs sont très contents d'être associés à ce mouvement. Et de toute façon, ils sont confrontés aux problèmes de leurs étudiants. Donc, ils sont contents aussi d'être eux-mêmes un peu étayés. En entreprise, ça existe aussi, ça, cette idée d'avoir une sorte de référents, presque des secouristes de premier niveau, qui sont ni des chefs, ni des RH, ni des médecins. Ce sont quoi on parlait de signaux faibles tout à l'heure en entreprise, ça pourrait être quoi pour ceux qui... En entreprise, c'est par exemple un comportement qui change un peu anormal, c'est-à-dire on se dit il n'est pas normal. Donc ça, c'est pas un premier signal qui doit forcément amener quelque chose à changer. Crainte. Il change, il est bizarre, il est joyeux, il devient triste d'un moment. Bon, après il y a des gens qui sont joyeux et tristes dans la même journée, c'est pas très très grave, on va dire. Mais en tout cas, on faut connaître les personnes et on voit qu'ils fonctionnent pas pareil. Si en plus ça dure 15 jours, là on se dit bon, c'est un repère quand même. 15 jours, c'est un peu long. Et si en plus il y a d'autres symptômes, d'autres dysfonctionnements ou choses qui apparaissent et qui changent, là on se dit il faut peut-être faire un entretien. C'est-à-dire dans le processus où la personne, on va se dire dérive, ou perd pied. C'est le manager. Un entretien avec qui? Qui détecte d'abord le collègue ou les personnes finalement qui sont proches, ou ce qu'on appelle, certains appellent ça les sentinelles. Dans la police, notamment au Canada, ils ont mis en place des sentinelles pour diminuer le risque suicidaire, et ça a eu de bons résultats. Ça peut être des capteurs, on appelle ça aussi nous on appelle ça les champion health, mental health champions dans certaines entreprises, qui sont vraiment identifiés comme étant dans les équipes pour pouvoir parler. C'est pas des médecins, pas des psys, c'est aussi une posture intéressante. Et donc quand ils détectent, ça peut être le collègue, on va voir avec toutes ces personnes comment on fait un entretien avec ces personnes. Il faut savoir faire des entretiens d'accompagnement. Il faut savoir que quand quelqu'un est en détresse, c'est quelqu'un qui finalement a besoin d'aide. C'est ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire qu'est-ce que quelqu'un qui va pas bien, il a besoin d'être finalement aidé. Alors qu'est-ce que ça veut dire aider? Je crois que d'abord c'est la question de l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active. Nous les psys, c'est ce qu'on fait. C'est peut-être un secret ou pas, mais on apporte cette écoute vraie. On essaie de comprendre, on essaie de factualiser, on essaie écoute de qualité, véritable, j'ai envie de dire. Donc c'est cette idée aussi de savoir écouter une personne. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est pas forcément acquis toujours. Et c'est pas juste répéter comme un perroquet ce que dit la personne, ou reformuler, vous voyez. C'est vraiment aller creuser, mettre des hypothèses, se questionner, et pas juste dire il y a qu'à faucon. Quand quelqu'un va pas bien, va voir le psy, quoi. C'est bizarre, ça marche pas. Quand quelqu'un va pas bien, tu lui dis mais va voir le psy, quoi. Tu vas pas voir le psy. Il veut pas. Parce que effectivement, il a la coupe pleine, il n'a pas, si vous voulez, cette bande passante aussi pour pouvoir le voir. Ou ça peut même lui rappeler qu'il le fait pas alors que c'est tellement simple. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui perd un peu ses repères aussi. Donc c'est quand même essayer d'abord de l'écouter, comprendre ce qui se passe, sans juger, et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment s'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Donc ça marche dans tous les milieux, mais il faut effectivement, je pense, vraiment mettre une formation, en tout cas donner des repères pour justement savoir comment on parle avec quelqu'un et comment on peut l'aider, déjà. Je pense que tout le monde essaie de le faire, et parfois, ça arrive à tout le monde, on dit, pourquoi tu vas pas dire à ton chef que ça va pas? Ah bah tiens. Voilà. Alors, peut-être tu vas voir ton chef, tu vas lui dire j'ai trop de travail, et ton chef il te dit ah bah non, c'est pas vrai, t'as qu'à prioriser. Bon, il t'a pas aidé le chef. Bon. Et finalement, c'est comment on aide une personne, et ensuite on trouve des actions plutôt que de dire il y a qu'un faucon et c'est trop facile à faire. Je pense que ça c'est une étape importante et on y gagnera. Alors après, vous disiez tout à l'heure, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il y avait un taux de suicide, de dépression, en tout cas très important en France. Il y a des enquêtes, même dans le monde du travail, comme Eurofond. Je citais l'enquête de l'adresse et de l'observatoire du suicide, et qui faisait un angle sur
sur les tentatives de suicide et les automutilations, notamment des jeunes femmes et des Ouais. adolescentes. Qui est en augmentation, c'est ça? Dont on parlera, si vous voulez bien, un Ouais. petit peu après. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, il y a une psychologie française de base aussi, où je pense qu'on banalise un peu ce côté, les Français sont râleurs, les Français sont pessimistes, les Français sont négatifs, hein. Or, moi, je trouve que c'est quand même un trait caractère, un trait culturel, un trait de personnalité. Ah, de fait, ils dépriment plus que les autres. Qui De fait, ils fait. dépriment Voilà. plus que les autres. Voilà. Et bien justement, c'est une posture psychologique vis-à-vis des choses. Je pense pas qu'il faut culpabiliser les gens d'être comme ça, hein, mais je pense que c'est quand même un héritage, ou en tout cas c'est un contexte où on banalise ça, hein. Je crois qu'il faut le travailler, et peut-être qu'il y a des endroits où on peut essayer d'amener les personnes à voir les choses différemment, et pas juste être dans une forme de râlerie collective, etc., qui, je pense, entretient une forme de pessimisme un peu culturel, hein. Alors c'est pas juste dire faut voir le bon côté des choses, hein, c'est quelque chose qui va se faire dans la durée. Mais ce pessimisme de base, cette posture psychologique, j'ai envie de dire presque un postulat, où il faut être comme ça, il faut râler, c'est pas bon pour la santé mentale. Ça, je veux dire, c'est plutôt quand même un facteur de risque, quoi, hein, notamment pour les troubles dépressifs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu banalisé, quoi, en France. On en rigole, on dit que c'est comme ça. Je suis 100% d'accord avec vous là-dessus, Christophe, sur l'état d'esprit. On sait très bien que l'écosystème dans lequel on se baigne au quotidien a une influence sur notre état d'humeur, notre état émotionnel. Et donc, par définition, si on le prend sur toute la France, eh bien, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... il y a ce côté râleur, il y a ce côté, en effet, regarder toujours le verre à moitié vide. Où est le problème? On cherche, on a en France cru de scanner où est le problème. Ça marchera Sauf pas. que, à force, voilà, où ça marchera pas. Et c'est vrai que ça crée ce côté anxiogène. On peut pas, on peut pas en faire l'économie. En ce qui concerne, et ça peut avoir un impact sur l'anxiété, sur le stress et donc sur des risques aussi de dépression. Ouais, pour faire un écho par rapport à la dépression, ce qui fait que je pense qu'il y a aussi peut-être c'est peut-être pas qu'il y a plus de dépression qu'avant. Je pense qu'en fait, en réalité, on s'en rend plus compte qu'avant. Parce qu'on en parle plus qu'avant, parce qu'on consulte plus qu'avant. C'est ce qui fait que avant, ça pouvait passer sous les radars et on ne savait pas qu'on avait traversé une dépression. Maintenant, comme il y a beaucoup plus de communication, c'est quoi une dépression, quels sont les signaux, on se dit, mais en fait, j'ai traversé une dépression, par exemple, légère ou une dépression saisonnière, parce qu'il n'y a pas que la dépression sévère, il n'y a pas que des dépressions profondes. On peut avoir un épisode dépressif qu'on n'a pas vu passer, parce que ce qu'on appelle, par exemple, une dépression souriante, on met le masque social, personne ne voit, même soi, on se dit, ça va se traverser. Et autre problème particulièrement français, c'est que la dépression, alors après c'est pareil, c'est un avis, hein, je ne dis pas que j'ai raison en la matière, tout sauf ça, mais il y a l'entrée par laquelle on va traiter la dépression, c'est t'es pas bien, hop, va voir ton médecin traitant, paf, médicament. Et la problématique, c'est que nombre de dépressions doivent être traitées par une psychothérapie et non pas par des médicaments. Je ne dis pas toutes les dépressions, et je le ferai bien entendu sous votre regard, Dominique. Et le problème, c'est que les médicaments, ça va, et c'est très important d'avoir des antidépresseurs quand on est vraiment dans un état difficile, mais traverser aussi des périodes d'épreuve, ça fait partie normalement de la vie. Donc, il faut aussi évaluer ça. Et surtout, l'antidépresseur, il ne va pas soigner la source et les origines des problèmes. S'il y a une grosse difficulté professionnelle, que j'ai une perte de sens, que je me demande ce que je fais là, qu'il y a une difficulté au travail avec un sentiment d'usure, où on a l'impression d'être dans de la non-qualité, dans de la non-valeur, ça, c'est plein de petits signaux faibles, hein, aussi. Et avec le temps, il suffit d'un élément à côté et puis on va pouvoir rentrer dans une forme de dépression. Les médicaments vont pas nous redonner le goût, le sens de la vie. Il y a un moment où il faudra aussi se poser cette question. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Peut-être qu'à cet égard, la psychiatrie a peut-être une parole à faire entendre. Oui, vous avez évoqué beaucoup de choses. Alors, concernant le recours médicamenteux sur nos structures étudiantes, nos structures d'accueil psychologique dédiées aux étudiants, seulement 20% des étudiants méritent, en aval de la consultation psychologique, une prise en charge psychiatrique, médicale, avec un recours médicamenteux. 20% quand même, 20%.
Voilà. Donc la psychothérapie fait beaucoup. C'est vrai que c'est une approche de choix, mais pas seulement la psychothérapie d'ailleurs, parce qu'on donne aussi des conseils gynédiététiques. Enfin, voilà, on a des alternatives à la médication qui sont multiples, mais la psychothérapie est une indication de choix, en sachant que, évidemment, aujourd'hui, heureusement, les formations de psychologues aujourd'hui sont diversifiées, qu'on peut proposer un certain nombre de psychothérapies très diversifiées qui sont tout à fait adaptées au type de souffrance de l'étudiant, et c'est génial. Notamment, je pense par exemple à la montée des TCC pour les troubles anxieux. Voilà, c'est un petit exemple. Mais quand même, 20% des consultants relèvent du soin psychiatrique. Et c'est là où le bas blesse. Pour les étudiants. Je parle des étudiants. C'est là où le bas blesse, c'est qu'en aval, les soins psychiatriques, qui doivent être gratuits pour eux parce qu'ils n'ont pas de sous, ils sont complètement bouchés. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur votre optimisme. Non, mais c'est très bien. Je pense bien sûr, dans l'augmentation du recours aux soins, il y a eu un effet de visibilité des troubles psychiques, de déstigmatisation et aussi de déstigmatisation à consultation psychiatrique. C'est bien. Elle n'est peut-être pas aussi prononcée qu'on le pense, mais bon, on est très content. Mais il n'y a pas que ça. Et je dirais, l'augmentation, je me réfère au monde que je connais, au monde des étudiants, de cette détresse psychologique. Bien avant le Covid, on était passé de 20% de situations de détresse psychologique. Ça ne veut pas dire maladie psychiatrique. Détresse psychologique sont des signaux faibles, là, pour le coup, de souffrance psychologique. On était à 20%. On était à 20%, on est passé à 25% avant le Covid, on est passé à 30% pendant le Covid, premier confinement, on est passé à 43% au sortir du Covid. Mais déjà, la souffrance psychologique des étudiants augmentait et était liée, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, mais au caractère environnementaux nouveau pour cette population étudiante. D'abord, la massification qui fait que on doit être plus sélectif. La sélectivité, on sait, elle est indispensable, mais on sait que c'est un facteur de stress supplémentaire. Elle est liée donc aux compétitions aussi des universités entre elles. À partir du moment où elles sont devenues autonomes, la compétition internationale, on ne va pas la gommer, bien sûr, puisque ces jeunes, ils vont rentrer dans le marché du travail maintenant dans un terrain qui est mondial et qui est plus du tout national. Elle est liée aussi à l'accès, ça on s'en félicite, d'un public issu de la diversité, au plus haut niveau d'études, et ça c'est génial, mais ça les met aussi en tension, en souffrance, d'apprendre les codes culturels, etc., de briser le plafond de verre. L'accès, on en parlait tout à l'heure, on s'en réjouit, moi je suis psychiatre, évidemment, on s'en réjouit totalement de jeunes en situation de handicap, très bien, mais du coup ça donne une population qui est assez hétérogène et qui est fragilisée par le contexte environnemental. Alors, vous rajoutez à cela un climat d'insécurité, au fond, ce qu'il met en tension aujourd'hui, mais depuis toujours, mais particulièrement aujourd'hui, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que le job de l'étudiant... Il y a beaucoup de questions qui oui, évoquent la évidemment. Précarité. Voilà, le statut de l'étudiant, c'est se priver aujourd'hui pour avoir une récompense demain. Vous imaginez ? C'est formidable, se priver aujourd'hui, mais il faut que la récompense, elle soit là. Or, ce qu'on voit, c'est que cette récompense, elle devient de plus en plus incertaine dans un climat économique qui peut être, je ne veux pas être pessimiste, mais enfin, qui est très incertain pour le moins, dans un climat géopolitique très incertain aussi, dans un climat de fracture culturelle où on se dit, ah là là, mais si je suis cadre sup, est-ce que, voilà, je ne vais pas me faire agresser, etc. Donc, puisque je m'occupe d'étudiants, ils deviennent plutôt dans l'ensemble cadre sup, ce que je suis. Donc, ce climat d'insécurité, on l'a vu à l'épreuve pendant le Covid. Pourquoi ils ont dévissé ? Parce que le climat d'insécurité, en plus, il y avait ce climat d'insécurité sanitaire, économique et climat d'insécurité débouché. Et ces étudiants, ils ne sont pas hors sol. Ils ne sont pas hors sol, ils sont complètement branchés sur l'actualité économique. Pourquoi ? Parce qu'ils font 5 ou 6 ans d'études pour travailler dans une industrie qui est en train de péricliter. Et on a bien vu pendant le Covid, un certain nombre de branches qui sont complètement effondrées, notamment la culture, par exemple. Ben oui, tout était fermé. Et puis des branches industrielles aussi qui s'effondrent. Je pense, qui s'effondrent, en tout cas, qui sont en tension. Je pense à l'automobile. Et puis, tous ceux qui étaient investis dans l'aéronautique. Ah oui, mais l'aéronautique, c'est du bashing de l'aéronautique, de l'automobile, etc. Et donc, ils sont confrontés à une crise de valeur. Et ça, je pense que c'est nouveau quand même. Alors, ils y réagissent, moi, je trouve, avec la même vitalité qu'avant, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Ils ont une ambition folle et c'est génial. Mais quand même, dès qu'ils s'arrêtent 5 minutes et qu'ils réfléchissent un peu sur leur devenir, est-ce que la récompense, excusez-moi, c'est un terme un peu puéril, mais quand même, c'est ça, elle va être à la hauteur des années d'études effectuées. C'est là où je trouve que parfois ils se heurtent à un mur parce qu'ils idéalisent
parfois beaucoup aussi le monde du travail, ou alors ce qu'on leur promet finalement dans le cadre des études. Et il y a un travail à faire pour dire quelles sont la réalité des choses, quel est le salaire qu'on va avoir au final, quelle est la difficulté ou la réalité du marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on va faire réellement, et effectivement éviter des espoirs déçus. Oui, un écart entre le désir et le réel. Exactement. Donc ça, on le voit beaucoup. Plutôt que survendre, je pense qu'on gagnerait effectivement à être réaliste et accompagner un peu ces transitions, se confronter au monde de l'entreprise, comment ça se passe. Parce que ce que j'entends aussi beaucoup chez les étudiants, c'est que qui arrivent dans le monde du travail, c'est j'ai vu moi mes parents cadre sup, s'épuiser au boulot, je ne sais pas si vous l'entendez aussi, parler tout le temps de boulot à table et ne pas s'occuper de nous, ne pas nous écouter finalement, et pleurer ou être, comment dire, tracassé pour des broutilles finalement. Et est-ce que ça a donné envie aux jeunes de faire la même chose? Je crois pas. Ils sont plutôt dit, oh là là, parce qu'ils ont vu peut-être qu'à 50 ans, ça le faisait pas, quoi. Ils n'étaient pas en bonne forme. Quand ils ont vu aussi le conflit des retraites, hein, des millions de personnes dans la rue parce qu'on leur a dit de faut bosser 2 ans de plus, c'est parce que les conditions de travail n'allaient pas, certainement, où il y a un sujet, quoi. Ça donne pas envie d'y aller, quoi, hein, d'une certaine façon. Ça donne quand même des messages sur l'état du marché de l'emploi ou des conditions dans lesquelles on arrive. Donc je crois que c'est important, effectivement, de recréer un peu un dialogue avec ces jeunes sur ce nouveau contrat un peu entre le travail, pour pas trop idéaliser ou pas trop non plus le rendre, pas trop être pessimiste, hein, finalement, vis-à-vis de ça, voir les réalités, voir aussi où on peut agir pour améliorer le monde, hein. Le travail, ça permet aussi, je trouve, de pouvoir faire changer le monde, de trouver un sens, une identité à ce qu'on fait, avoir un impact, hein, parce que je trouve que des fois, c'est aussi à l'inverse un peu trop de bashing, hein, où on va jeter tout ce qui n'est pas écologique, par exemple, c'est une valeur forte, hein, ce que je peux comprendre, et qui est encore plus forte pour ces jeunes qui depuis toujours sont bercés par la planète brûle, hein, on va dire, et de se dire que oui, il y a des sujets, il y a des vrais enjeux, RSE, il y a des vrais enjeux autour de ça, et qu'il y a des métiers qui sont en transition et qui peuvent y aller, quoi. Moi, je pense que c'est important pour éviter de non plus décevoir dans un sens ou un autre, quoi. Créer un peu d'évocation et de motivation. Qu'est-ce qui explique, je sais pas, je reviens à mon étude de l'adresse que j'évoquais en introduction, que les jeunes femmes et les adolescentes soient plus sujettes à des troubles psychiatriques, ou en tout cas qu'on en recense davantage parmi les personnes qui font des tentatives de suicide? Nous ne sommes pas égaux devant la pathologie psychiatrique. Plus qu'avant, vraisemblablement. Non. Enfin, oui, peut-être. À vrai dire, soyons sérieux, on n'a pas vraiment d'éléments scientifiques pour expliquer ça, sauf que les femmes sont plus vulnérables à l'anxiété. Ça, on le sait depuis toujours. Voilà, les chiffres le montrent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est tellement criant, et notamment dans le dernier chiffre de Santé publique France, hein, qui montre un quota de dépression à 20%, et encore la dépression, je dirais, elle est moins stigmatisée du côté du genre que l'anxiété. Mais l'anxiété, c'est frappant. Donc, comment on va prendre cette question en charge ou pas? Pour l'instant, on ne la prend pas en charge, en sachant qu'en plus, ces jeunes femmes, ces jeunes filles, elles vont entrer dans la vie active, elles auront aussi le poids du maternage des enfants, des tâches quotidiennes, etc., qui n'est pas encore absolument totalement réparti. Et donc, il y a un danger, à mon point de vue, majeur pour ces femmes en situation professionnelle, du fait de peut-être quand même une certaine vulnérabilité à l'anxiété. Je suis désolée de le dire, je suis femme, mais voilà, c'est comme ça. Et du fait d'une répartition des tâches et d'un combat sur le plan professionnel qui n'est pas encore acquis. Oui, c'est-à-dire que j'entends des médecins souvent qui disent est-ce qu'il y a des facteurs génétiques ou pas, on ne sait pas. Dans tous les cas, il y a certainement des facteurs psychosociaux qui sont très présents, les inégalités qu'elles peuvent vivre, vous en parlez, de répartition, de le double travail, la question aussi des inégalités au travail, les problématiques de violence sexiste et sexuelle aussi, hein, de questions identitaires également, hein, de comment on positionne les femmes, comment on valorise, hein, aussi cela, les problématiques de violence aussi, hein, qui existent, et de reconnaissance dans la question du travail. Et ce qu'on voit aussi d'un point de vue sociologique, c'est les métiers les plus dévalorisés ou les moins bien payés, c'est là aussi il y a le plus de femmes, c'est aussi le plus de temps partiel imposé, finalement, hein. Donc il n'y a pas que des causes, je veux dire, intrinsèques au fait d'être femme, il y a des causes aussi certainement sociologiques et environnementales. Parler du travail, comment on peut organiser peut-être différemment le travail en entreprise pour garantir la pleine santé psychiatrique, psychologique des salariés, leur bien-être en fait. Disons que on voit que les enjeux aujourd'hui, les études le montrent un peu. Ou alors, où je peux tourner ma question différemment, qu'est-ce qu'il y a comme organisation d'entreprise qui sont nuisibles à la santé mentale des salariés? Les organisations.
Alors en fait, il n'y a pas une organisation qui est parfaite ou qui ne l'est pas, parce que c'est aussi beaucoup des hommes et des femmes qui les constituent, hein. C'est comment on manage, hein. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises qui faisaient des voitures à la chaîne. Dans un atelier, c'était très bien, dans un autre, ça ne l'est pas. Et la seule différence, c'était pas l'organisation, c'était le manager, hein, comment ça se passait. Donc il n'y a pas qu'une organisation. Par contre, on sait que les organisations très strictes, très, on va dire, où il y a peu de marge de manœuvre, très tayloriennes, vous voyez ce que je veux dire, très productivité et très, on va dire, séquencées, segmentées. Sans autonomie Sans possible. autonomie, etc., qui nient finalement l'humain. Celles-là sont extrêmement négatives. C'est pour ça qu'on a arrêté, a priori, de faire cela. À l'inverse, les entreprises qui sont pas du tout organisées ou qui laissent trop d'autonomie, c'est pas bon non plus, hein. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, les vrais sujets, c'est pas une organisation qui marche pour tout le monde. On a parlé, par exemple, de la semaine de 4 jours. C'est pas la solution à tout non plus, hein. Donc, c'est une question de est-ce que les gens, dans l'organisation qu'ils font, dans le travail qu'ils font, est-ce que c'est assez bien organisé pour que eux-mêmes se sentent être efficaces, compétents? Est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils trouvent du sens et qu'ils se disent que j'ai fait au fin de la journée, je suis fier, c'est utile, ça marche et je m'y reconnais et ça aide le monde, ça aide à avancer, ça aide un client, ça a une utilité, quoi. Et ça, effectivement, c'est est-ce que ça correspond à ces attentes-là? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a différents facteurs qu'on voit un peu partout, hein, qui sont vraiment très prégnants. C'est celui de la charge de travail, l'intensification qui est grandissante aujourd'hui, hein. La grande majorité des salariés disent on nous demande de faire plus avec moins, de maîtriser, donc plus de quantité que de qualité. Ça, c'est un vrai problème. J'ai plus le temps de vraiment bien voir les choses. Et à la fin de la journée, je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai été très occupé, mais je sais pas finalement sur quoi j'ai avancé, par exemple. Ça peut être aussi la question des changements. Ça change tout le temps dans les organisations qui sont adaptées, notamment au niveau mondial et qui doivent être en compétition. Ça change trop, on sait même plus qui fait quoi, etc. Et puis la question de la reconnaissance. Est-ce que je me sens effectivement reconnu par mon manager, mon équipe, qui est aussi un sujet grandissant. On va dire c'est ces 3 grands facteurs aujourd'hui qui pèsent le plus dans le travail. Christelle. Et je pense aussi, alors je suis pleinement en accord avec vous dans la même veine. Je pense qu'il y a aussi un besoin en tant que ce soit salarié, chef d'entreprise, entrepreneur, artisan, homme ou femme, les choses, le besoin intrinsèque a changé. Mon rapport au travail, il a changé. Ma façon de m'investir au travail a changé. Mon attente vis-à-vis de mon manager, de mon employeur, elle a changé. Elle est plus la même. Je ne suis plus aveuglée par un idéal qu'on me vend, un plan de carrière à 10 ans. Je veux dire, plus personne aujourd'hui n'est dans cette croyance-là. Donc, et aujourd'hui, je pense que les choses évoluent plutôt bien, c'est que l'entreprise essaye de proposer des choses qui soient plus proches du besoin du salarié de façon plus court-termiste. Mais si on veut aussi être plus adapté dans une notion de santé mentale, tout à l'heure, si on parle par exemple du travail, on parlait des étudiants, on parlait des jeunes femmes et des jeunes mamans, la notion, par exemple, je reviens sur le sujet, par exemple, de la parentalité. C'est un peu votre sujet, Christelle. C'est pas que c'est que mon sujet, mais je fais justement un lien pour justement dire que il n'y a pas que les enfants. Bon, voilà, c'est un sujet qui est large, mais je pense qu'il est très, très important, c'est de se dire, ok, je suis pas qu'un travailleur, je suis aussi une personne dans ma vie personnelle, je suis aussi un parent. Si je suis jeune, je serai un futur père, une future mère. Il faut que je puisse me projeter, il faut que je me mette des repères. Et aujourd'hui, si on parle au niveau sociétal, il y a encore un décalage. Pourquoi, en fait, les jeunes femmes vont peut-être être, ou les jeunes mamans, plus anxieuses c'est qu'elles savent encore qu'il y a un chemin à faire pour pouvoir obtenir cette réalité d'égalité. Et quand on se retrouve, par exemple, au niveau de la parentalité, au travail avec l'enfant qui arrive et comment on va gérer ça, c'est un vrai sujet. On ne peut pas en faire l'économie. Et surtout que ça dure des années. Et alors, mon quotidien, c'est bien de savoir seulement mon manager ou autre, mais quand je dois dire, je suis désolée, j'arrive un peu en retard parce que j'ai eu un problème, le petit il a juste vomi dans la voiture juste avant, je ne vais pas le laisser comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont notre quotidien. Si on ne le regarde pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que doit faire l'entreprise ? Peut-être être juste simplement ouvrir les yeux sur une réalité d'humanité plus claire, mais qui est de premier niveau, c'est-à-dire plus faire semblant que ce qu'on savait tous à l'extérieur existe et qu'aujourd'hui, si on se rapproche plus de la réalité de chacun, l'anxiété, elle va pouvoir baisser un tout petit peu plus, mais plus par pragmatisme en fait. Et je pense que tout le monde va y gagner.
Oui, alors, parce que on a vu des études sur la question d'équilibre des vies. On On se voyait parle que immédiatement après. il y avait comment finalement l'entreprise doit gérer ces notions d'étanchéité ou pas entre la vie pro et la vie perso, ce qui est très demandé, pas recevoir des mails après 18 heures, Ouais. pas être sollicité Avec le des soir, le connexions. week-end, la déconnexion, etc. Et en même temps, il y a des gens qui disent, moi, je préfère quand c'est souple et de la flexibilité. En particulier sur la question des jeunes parents qui préfèrent parfois avoir une flexibilité horaire, hein, finalement, d'avoir du temps pour gérer les rendez-vous médicaux, les enfants, les impondérables, les maladies, avec du télétravail, etc. Et de la flexibilité pour travailler peut-être un peu plus tard, un peu plus tôt, pour rattraper d'une certaine façon. Alors, après, il n'y a pas de modèle unique. Voir une mère de famille travailler à 22 heures le soir, je pense que ça ne donne pas envie à personne, mais en tout cas, il y a du pragmatisme à avoir, et en tous les cas, il y a du dialogue à avoir avec les différentes personnes. Et je pense que c'est cette idée aussi d'individualisation un petit peu du travail et de l'organisation, et de permettre aussi de ne pas stigmatiser les jeunes parents pour qu'effectivement, ils puissent vivre leur parentalité de façon durable avec le travail, quoi. Ouais. Ça me Dominique fait écho Monchelblom. juste avant, excusez-moi, ça me fait penser parce que notamment sur cette notion du télétravail, parce qu'on parle du travail, l'évolution du travail, mais le télétravail, aujourd'hui, on le sait tous, il y a un retournement de situation et l'anxiété, le stress sont vraiment des éléments qui sont à ne pas déconsidérer en lien avec le télétravail. C'est génial le télétravail. On voit tellement les bénéfices du télétravail qu'en fait on n'a pas trop envie de dire qu'il y a des galères derrière. Il fallait bien l'organiser. Voilà. Dominique Monchelblom. Oui, merci. Je reviens sur la question que vous évoquiez tout à l'heure de l'exemplarité de Français Râleurs, c'est ça. Et moi, je reviens sur cette question de l'exemplarité des parents quand ils parlent de leur travail à la maison et du contexte qu'ils donnent, de la représentation qu'ils donnent de leur activité professionnelle aux enfants. Ça, c'est une première chose qui est véhiculée négative parce qu'évidemment, quand ils arrivent, c'est la soupape, sauf s'ils ont une soupape avant. Mais c'est la soupape, c'est le dîner familial, peut-être pour certains. Ils devraient peut-être prendre conscience ou mesurer un petit peu les dégâts collatéraux. Et puis le deuxième élément, c'est ce que vivent les parents dans leur vie professionnelle. Alors là, pour le coup, réellement, parce qu'ils véhiculent, notamment la question des licenciements. Moi, j'étais très sensible, je m'occupe de classe prépa depuis le début des années 2000. Il y a eu une crise économique à cette époque, qui a fait que bon nombre de cadres supérieurs étaient mis en retraite anticipée, très jeunes, et des jeunes arrivés qui étaient en prépa, qui préparaient les grandes écoles pour au fond faire un peu comme leurs parents, se retrouvaient avec papa à la maison. Ils me disaient, mais qu'est-ce que fait votre papa? Est à la maison, mais qu'est-ce qu'il fait votre père? Il fait la cuisine, mais il était directeur. Mais oui, il était directeur adjoint. Je voyais jamais. Maintenant, je vois tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il est triste. Et c'est maman qui travaille. Voilà. Écoutez, sanctionnez le père. Et ne vous plaignez pas de la déloyauté du fils ou de la fille. Parce que quand les entreprises aujourd'hui disent, mais au fond, les jeunes, peut-être ils manquent de loyauté, ils viennent travailler 1 an, 2 ans, mais quel modèle ils ont chez eux? Et ça, c'est vraiment, ça infiltre totalement toute l'ambition, la vocation. Voilà. Je reviens sur la question du Covid et du télétravail, et de ce qui est apparu après le Covid, de tout le monde à la maison. Alors ça, c'est dramatique pour les jeunes. Hein. C'était complètement régressif, ils étaient contents. Pas du tout envie d'être... Mais ils n'avaient pas du tout envie, en même temps, ils étaient contents, les parents les rassuraient, ils faisaient à manger, ils sont payés des vacances, en quelque sorte. Mais en même temps, ce sont des vacances délétères. D'abord parce qu'elles ont duré trop longtemps pour eux, et ça a été cata pour les étudiants, mais surtout parce que est apparue cette idée que peut-être que le travail pouvait être un peu à la carte, aménagé un peu comme on veut. Mais alors, quand on fait des études, c'est compliqué de demander aux profs de faire des cours à la carte. Mais ça ne les a pas découragés. Ils sont venus voir les services de soins aux étudiants pour demander des aménagements pour eux. Alors, s'ils avaient un problème de santé, ils en profitaient un peu pour certains, etc. Et on voit monter cette contestation même chez les étudiants dans nos universités sur le temps de travail, sur la nature des évaluations. Elles sont trop difficiles, elles demandent trop de travail. Alors, c'est pas encore arrivé en prépa, mais ça va arriver en prépa. C'est arrivé à l'université. L'étudiant devient un usager. D'ailleurs, il peut être sollicité pour noter. Moi, dans l'école où je travaille, ils notent leurs enseignements, mais ils notent aussi leur pôle santé. J'en suis très fière. Ils notent bien. Bon, je fais un peu de publicité. Mais non, mais c'est drôle. Hein. Tout d'un coup, l'étudiant devient usager. Et c'est lui qui demande des conditions. Il devient client. Oui, des conditions un petit peu différentes je dirais, d'accompagnement pédagogique.
Et puis, cette idée que, alors c'était très très fort après le Covid et beaucoup moins maintenant, c'est qu'au moment du premier emploi, ils me disent, mais écoutez, il n'est pas question, je travaille toute la semaine. Moi, j'ai vécu ça, on a vécu ça avec nos parents, c'était très très bien. Et bah, ma première question au niveau de l'embauche, c'est combien de jours de télétravail parce que, voilà, il faut que je respire un peu. Alors, je pense qu'on rentre, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais on rentre dans une ère, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, assez différente, où quand même le jeune diplômé, les étudiants de manière globale commencent à contester un peu le modèle qu'ils ont eu. Alors, dernière contestation, puis j'arrête là-dessus sur la question du Covid, mais bien sûr que le Covid a frappé un grand coup contre la science. Donc on ne s'étonne pas des fake news anti-science, puisque la science n'a pas été à la hauteur. Nous, médecins, on n'a pas du tout été à la hauteur, mais on n'y peut rien. On n'a pas été formés pour le Covid non plus, etc. Et donc, cette question-là est capitale. Pourquoi? Parce qu'elle laisse des traces aujourd'hui avec une population qui est vent debout contre la science et qui conteste tout, mais aussi Une partie de la population. dans la relation intergénérationnelle. C'est-à-dire que la génération de mes parents, mais ils sont trompés. Et la génération de mes politiques, ils sont trompés. Mais ils sont trompés, oui, on avançait en marchant. On n'y est pour rien, on a fait ce qu'on a pu, en fait. Mais je veux dire, cette désillusion sur le tout pouvoir, d'abord l'accompagnement parental, ensuite l'accompagnement des universitaires, ensuite de la voie politique ou de la voie de la science, qui était... voilà. Cette désillusion, je pense qu'on va la payer un certain temps. Oui, alors du coup, oui, c'est vrai qu'il y a cette idée de perte de repère, de déception aussi, de doute sur les promesses qui sont faites et de doute que le travail peut être aussi bon pour la santé, parfois on a l'impression, ou que c'est ma santé mentale avant tout, mon bien-être, parfois avant même de travailler. C'est une condition parfois sine qua non de dire je viendrai chez vous que si il y a de bonnes conditions. Pourquoi pas, si on est en position de force, c'est comme une négociation, on va dire. Et en même temps, est-ce qu'on se s'aubert pas des opportunités d'apprendre des nouvelles choses, de se confronter à la réalité et de se dire qu'on peut progresser, on peut marquer aussi son environnement, son travail de sa patte et de pouvoir finalement progresser. On ne sait pas finalement l'itinéraire qu'on va avoir. Je sais pas vous, moi je savais pas que j'allais faire ça, je savais pas que j'allais venir ce soir parler avec vous il y a quelques années. C'est un itinéraire qui peut aussi se faire par opportunité, il faut pouvoir se les créer aussi. Et je trouve que des fois, elle est un peu en retrait, cette génération. Et en tout cas, dans le monde du travail, personne ne vous paiera, personne ne vous fera évoluer, vous fera progresser parce que vous avez pris plein de jours de télétravail. Il va vous faire progresser parce que vous avez eu des résultats, parce que vous avez eu un impact, parce que vous avez été bon, parce que vous avez été loyal, que vous avez été finalement aussi, vous n'êtes pas tombé malade également aussi, vous n'êtes pas cramé. Donc ça, c'est important en tout cas, cette notion de prise en compte de sa santé dans les nouvelles générations et qui est de plus en plus, je pense, importante. Ça date pas que avant le Covid. On voyait même aux États-Unis, avant le Covid, avant 2020, il y avait les 3/4 de la génération Z là, qui avait démissionné pour des raisons de santé mentale, disait-il. Une vraie notion de protection, on va dire. Donc je pense que c'est très bien, ça fait évoluer les choses. Parfois, ça donne même envie aux anciennes générations parce qu'elles disent bon, les jeunes ils sont un peu particuliers, ils sont un peu donne-moi tout de suite, et en même temps ils se disent ils ont peut-être raison d'avoir ces attentes un peu vis-à-vis des entreprises, ils vont peut-être faire évoluer les choses. Maintenant je pense qu'il faut y aller, il faut se confronter, il faut faire changer les choses de l'intérieur et pas trop idéaliser les choses, c'est ça que je veux dire. Chers amis, il est 18h passé de 59 minutes et 19 secondes. C'est quasiment l'heure de nous quitter. C'est à tout le moins l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite. Dominique, mon cher. Le mot de la fin, ou le mot de la suite, c'est comme vous voulez. La vitalité est là, l'ambition est là, chez nos jeunes générations. Vraiment, je peux en témoigner. Il y a du talent, il y a des compétences. Voilà, il faut les accompagner, les porter. Christelle Barré, le mot de la fin, le mot de la suite. La psychologie du succès, c'est le sentiment de progresser. Retenez ça. En voilà un joli mot de la fin. Christophe Moi, j'ai envie de dire, osez en parler de vos difficultés, osez parler, aller voir les psychologues, osez demander ce qu'ils font, osez poser des questions et osez prendre des opportunités. Moi, je dirais ça. On aurait dû faire de la radio, Christophe Nguyen, puisqu'il est exactement 19h. Merci à tous les trois. 19h, passé 3 secondes sur Info. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir fait l'amitié de votre présence, d'avoir répondu. Il y avait peu de questions, le chat était là. Ils parlaient plutôt entre eux. Ils écoutaient doctement. C'est que ça les a intéressés. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le
début ou qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, leur tati préférée, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le stream est aussi disponible en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuit peut-être demain sur Discord, si Jules veut bien mettre le lien dans le chat, et je pense qu'il l'a fait ou qu'il va le faire. Merci à vous dans le chat pour vos nombreuses questions. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est toujours chouette de vous lire. Merci aussi à Jérém Alamodé qui n'a pas eu trop de boulot aujourd'hui et c'est tant mieux. Merci à ma droite, bien sûr, à Cyril Le Balta à la Réal. Merci aussi à Camille Rio à la programmation. Cher Camille, Camille qui doit être dans le coin. Oui, il est au fond du studio. Il arrive coché devant, là qui est derrière, comme on dit dans le talk de France Info. Camille, on se retrouve demain, je pense, de 17h à 19h comme tous les jeudis. Et on va parler de Gaza et d'Ukraine. Hein. Ouais, Ce dont on veut parler un peu aujourd'hui, si on avait bien suivi l'actu. Exactement, on va rebondir là-dessus demain. En effet, c'était le coup de fil le plus attendu de ce début d'année. La réactivation du téléphone rouge entre la Russie et les États-Unis à propos de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. Néanmoins, le Kremlin a indiqué avoir accepté de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine pour 30 jours. Et de son côté, Benjamin Netanyahou, lui, rompt totalement la trêve avec le Hamas en bombardant massivement la bande de Gaza. Les hôpitaux déplorent 500 blessés et plus de 400 morts, une des nuits les plus meurtrières depuis le début de la guerre. C'est ce que nous verrons demain avec nos invités. Merci Camille Rio, programmateur du stream. Allez, on se retrouve donc demain, 7h-19h comme tous les jeudis, même endroit, même heure. Pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.